Bonjour tout le monde, bienvenue du coup dans ce nouveau stream et surtout dans ce nouvel épisode de Dans la vie 2 qui, je rappelle, donc c'est une émission, si je peux le dire comme ça, hein, qui va se pencher sur les quotidiens de femmes et d'hommes qui évoluent dans le monde de l'écriture. Donc aujourd'hui, on reçoit Célia Barrère, qui est donc romancière. Oui. Voilà, parce que c'est Oui. comme ça qu'on va te présenter. Alors après, tu nous expliqueras effectivement... Mais pas que. mais pas que. Ce qui est aussi souvent le cas, même, en tout cas, toutes les personnes que j'ai reçues bien juste sûr. là, c'est que des personnes qui travaillent aussi à côté. Histoire de respecter les traditions, quand même, un petit peu, hein, c'est au bout du 5e épisode, 6e, je sais même plus. Il est temps. Je vais commencer par les questions qui fâchent. La question qui fâche. Quel âge as-tu, Célia? Petite Maline. Alors, je crois que j'ai 45 ans. D'accord. Alors, je dis je crois parce que j'ai passé toute une année à dire j'en ai 46, j'en ai 46, j'en ai 46. Et là, j'ai une copine qui m'a fait non, mais franchement, t'es plus que nulle en maths, quoi. T'as que 45 ans. Moi, j'ai 46 ans, j'ai un an plus que toi. Je suis avant. Elle me dit oui, tu les auras qu'en avril, tes 46 ans. Ah, c'est bien, toi, c'est les amis qui te rappellent ton âge, du coup. Ouais. Donc, du coup, apparemment, j'ai que 45 ans. Est-ce que tu te souviens de ton année de naissance? Parce qu'on peut faire un calcul mais rapide. Alors, c'est là que je suis très nulle en maths, c'est que je sais que je suis née en 77, mais moi, pour moi, dans ma tête, j'étais déjà passée au 46, tu vois, tranquille, quoi. Ok, ouais. Voilà. C'est là qu'on voit que l'âge ne me touche pas plus que ça, en fait, tu vois. Mais c'est important de le souligner aussi, tu vois, quelque part, je pense que c'est bien de le dire. Voilà. Je ne signalerai pas que je pense que tu es peut-être la doyenne des personnes qu'on ait reçues. Non, mais t'as dit que tu le signalerais pas. Mais je le signalerai pas. Voilà. Voilà. Donc, comme quoi... Mais pas de loin, tu vois. Ça peut te rassurer un petit peu. De près 2-3 ans. Ah, tu vois, ça va. Ça va encore. Tranquille. C'est Mathieu Livray qui sera content. C'était le dernier qu'on a eu, qui sera content de le savoir. Bonjour, Amiral Gary, en fond depuis le travail. Eh bien, écoute, j'espère que ça fera un bon fond sonore et que ça t'intéressera beaucoup. Voilà, merci du coup de nous suivre. Alors, du coup, Célia, bon, à part sur les questions qui fâchent, on va quand même parler de la raison pour laquelle tu es là. Alors, peut-être déjà pour mettre un petit peu en contexte, quand est-ce que tu as publié ton premier roman? Alors, de mémoire, le premier est sorti début 2019. Donc, c'est Les Enfants de Jones, tout à fait. Il est sorti en 2019, mais j'avais terminé de l'écrire en 2018. Okay. C'est toujours le délai, tu sais, le temps de trouver une maison d'édition, puisque c'était mon premier roman en plus. Donc, édition Marathon. Voilà, donc j'ai fait comme beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire que j'ai d'abord cherché les maisons qui étaient les plus connues, donc les maisons parisiennes. Et j'avais eu un retour de Magnard, donc c'est eux qui m'ont accompagnée en fait sur l'écriture du second tome. D'accord. Et puis bon, malheureux concours de circonstances, etc. Ça n'a pas abouti. D'accord. Et du coup, c'est Marathon que j'avais aussi démarché, qui m'a dit nous on serait content, d'autant qu'il y a les 2 tomes maintenant. Oui, en plus. Donc du coup, c'est une grande maison qui t'a accompagnée dans l'écriture et dans des corrections pour finalement que ça se fasse pas. Tout à fait. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sais pas trop. Je sais pas trop. Avec il y a pas si longtemps, j'ai cru comprendre qu'en fait la direction de l'édition, parce que la maison en question, c'est une grande maison parisienne, ils ont plusieurs pôles, et le pôle jeunesse, en fait, est géré par une personne, et il y a beaucoup de turnover dans ces milieux-là, en fait. Et j'ai cru comprendre que moi, j'étais tombée pile au moment où la personne, en fait, qui m'avait contactée, avec qui j'ai changé, a été remplacée. Et par principe, les personnes qui prennent la suite ne reprennent pas les projets de leurs prédécesseurs. Ah ouais, c'est particulier quand même. Alors, ne reprennent pas les projets de leurs prédécesseurs. Ça, c'est une autre tierce personne qui me l'a dit. Qui m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de turnover et en général, ils reprennent rarement les projets. Expliqué non, j'ai plus de nouvelles en fait du jour au lendemain. Et j'ai pas su ce qu'ils n'avaient pas. Surtout quand tu penses qu'ils ont dû passer du temps à faire de la relecture et de la correction. Ils m'ont demandé la correction sur tel et tel point, parce qu'ils trouvaient que ça manquait. Ils m'ont demandé le tome 2. Et ça veut dire qu'ils t'ont fait tout faire ça sans signer de contrat, du coup? Ah non, c'est moi qui l'ai fait. Moi, à la base, Flux était prévu en un seul tome. Donc, j'avais fait une fin. Et c'est vrai, très justement, d'ailleurs, il m'avait fait remarquer que j'avais ouvert beaucoup de pistes qui n'avaient pas été fermées, et que c'était un peu frustrant pour le lecteur. Et du coup, la fin arrivait un peu abruptement. D'accord. Et suite à ça, ils m'ont dit, bon, puis il manque ça, il y aurait ça peut-être à reprendre au niveau du rythme, il y avait, voilà. Et on aimerait bien un tome 2. Donc, j'ai modifié la fin.
des enfants de Jones, en laissant une fin plus ouverte finalement. Et je me suis attelée à l'écriture du tome 2. Donc ça a été un peu une surprise aussi pour moi parce que je n'avais pas nécessairement dans ma construction prévu un tome 2. Donc je me suis dit comment je peux rendre ce tome 2 intéressant tout en conservant le fil en fait et en répondant aux questions auxquelles je n'avais pas répondu dans le tome 1. Et donc j'ai fait le choix, pour la petite histoire, donc, puisque ça se passe dans un centre où les enfants sont confinés, je me suis dit ce qui pourrait être intéressant ce serait de sortir du centre. C'est-à-dire de prendre un autre point de vue. Et j'ai fait le choix d'introduire de nouveaux personnages qui ne sont pas nécessairement essentiels, mais qui vont amener leur pierre contributive en fait, à la quête de liberté des personnages principaux. Donc j'ai fait ce choix-là. Mais c'est vrai que ça a été une autre construction, une autre approche. Et donc quand j'ai terminé, j'ai envoyé donc, les corrections du premier plus le second tome. Et là, je n'ai pas eu de nouvelles. Plus une nouvelle. Alors, on va reprendre un petit peu dans l'ordre, parce que c'est vrai que là, on est rentré direct dans le vif du sujet. Bon, c'est très bien. Donc, ton premier roman, c'est lui. Est-ce que tu peux déjà nous en faire un petit résumé ? Ça, on a le contexte. Alors, le contexte, comme je te l'ai dit, il a été écrit en 2017. D'accord ? 2018. Et 2018, je l'ai terminé en 2018. J'ai mis 18 mois pour l'écrire le premier. Donc, pour le pitch, c'est un virus qui apparaît sur Terre de façon un peu brutale. Et au pic épidémique, il emporte 30% de l'humanité. Donc l'humanité met des choses en place pour le contenir, à défaut de s'en débarrasser. Elle y parvient avec beaucoup de difficultés, parce que 30% de la population, ça fait quand même... toutes les familles sont touchées. Du coup, personne passe au travers. Il y a forcément un moment... Alors, je veux bien que tu les récupères, s'il te plaît. Parce qu'on a Pixie, du coup, comme d'hab, dans la pièce, qui vole des choses qu'elle n'a pas le droit de voler. Heureusement, nous avons une tierce personne à la rescousse pour nous aider. Je te remercie beaucoup. Le regard qu'elle lui jette. C'est le regard de coquillard. Mais qu'est-ce que tu viens de faire ? Est-ce que tu viens de me piquer mon jouet ? Quittez-toi pour venir me piquer mes jouets. C'est exactement ça. Mais d'habitude, c'est pas... Bon, ok. Donc oui, du coup, donc pour reprendre, toutes les familles sont touchées de fait, puisque les adultes meurent, ils n'en sortent pas. Et alors qu'on croit s'en être débarrassé, en fait, pas du tout. Il est resté présent dans le sang de certains enfants et sous forme dormante. Le virus va se réveiller chez eux à leur préadolescence, entre leurs 11 et 13 ans, où ils vont avoir des symptômes qui sont des sortes de crises épileptiques un peu. On ne sait pas trop exactement. On appelle ça des crises, mais on ne connaît pas trop le mécanisme. En fait, on sait juste que ça chamboule tous leurs organes internes. Donc, ils sont tous plus ou moins touchés à des endroits différents selon les enfants. Il y en a, ça va être les poumons, d'autres, ça va être... Et quand ils vont arriver aux alentours de leurs 20 ans, en fait, les crises successives ayant déjà fragilisé l'organisme, il y a une crise qui va leur être fatale. Qui va les emporter. Dans tous les cas, ils savent qu'ils sont condamnés. L'espérance de vie de ces enfants sont à peu près de 20 ans et ils savent, il n'y a pas de secret là-dessus, ils le savent. Nous, la difficulté, c'est que d'un point de vue social, ces enfants-là, on sait qu'ils sont malades, mais le virus, il est arrivé trop vite, donc l'étude a été très succincte, on n'a pas tellement d'éléments là-dessus. On ne sait même pas comment il se transmet, en fait, puisque assez étonnamment, il y a des enfants qui sont malades, d'autres qui ne le sont pas. Et surtout, on ne sait pas y soigner, parce qu'en fait, on contient ces crises, mais on n'empêche pas leur survenue. Donc, ça fait peur. Il y a quand même eu un trauma auparavant, 30% de l'humanité qui y est restée. Ces enfants, ils nous foutent la trouille, finalement, parce qu'on dit qu'ils peuvent redéclencher une épidémie, et on est reparti. Donc, ce qu'on va faire, on va les confiner, en fait. On va les confiner dans des grands centres. Et c'est une sorte de gros campus médicalisé où on les extrait de la société en disant comme ça, ils ne risquent pas de transmettre le virus s'il se transmet. Et puis nous, on a une équipe médicale à leur service qui peut permettre de contenir ces... Et l'histoire se passe dans ce... l'histoire se passe dans le centre. Donc, on suit Lily. En fait, Lily, elle a 17 ans. Bon, elle sait qu'elle est condamnée. Elle n'a pas aucune illusion là-dessus. Sauf qu'elle, elle voit absolument pas l'intérêt de continuer d'aller à l'école. Elle lui reste 3 ans à vivre. Elle aimerait aller passer à visiter le monde. On la laisse pas sortir. Et un jour, elle voit débarquer les jumeaux. Alors, la particularité des jumeaux, c'est que déjà, ils sont là de leur plein gré. C'est déjà pas mal. Et ils sont malades. Soit atteints du syndrome de Jones, mais eux, ils ont 25 ans et ils n'ont jamais fait de crise. Et donc, Lily va être à peu près surprise, particulièrement surprise, et elle va se lier d'amitié avec eux. Et à leur contact, en fait, ils n'ont pas trop d'explications à lui donner, si ce n'est une découverte qu'ils ont fait. Et là, Lily va comprendre qu'en fait, c'est une découverte majeure dans la
dans l'approche du virus. D'accord. Et que ça va être pour elle et pour tous les autres sa clé de sortie. Ok. Moi, là, comme ça, il y a quand même une question qui me vient. Tu l'as vécu comment de sortir ça 1 an avant une pandémie mondiale? Alors, c'est pas tellement le fait de l'avoir sorti 1 an avant la pandémie, parce que je suis pas Madame Soleil, donc du coup, je l'ai fait, je l'ai bien vécu. Ouais. Par contre, pendant le confinement 2021, quand il a fallu, après le confinement 2020 et 2021, quand j'ai présenté mon livre, là, j'ai beaucoup plus galéré. Ça a été, ouais, tu m'étonnes. C'est pour ça que quand je le présente, je dis toujours, il a été écrit en 2017-2018. Ce n'est pas quelque Je chose ne le savais pas. C'est ça. Alors s'il vous certes, plaît. je suis allée voir par les rapports de l'OMS un peu avant. Le virus, j'ai rien inventé en fait. Bon, c'est un thème qui revient régulièrement dans la littérature fantastique. Ouais. Et puis l'OMS nous disait que ça nous pendait au nez depuis longtemps. On va être très honnête. Oui. Donc moi, le seul truc, c'est que quand je dis 30% de l'humanité, je m'étais un peu basée sur les chiffres estimés de la dernière épidémie de peste en fait qui avait touché l'Empire romain d'Orient. Alors pas l'Europe, parce que l'Europe, on n'a pas vraiment de chiffres. La peste du 14e, on estime à 50%, mais ça reste des estimations. Par contre, pour l'Empire romain d'Orient, on avait plus d'écrits. Et du coup, on estime un peu mieux. On est à 30%. Ouais, donc du coup, tu t'es basé sur ça pour pouvoir faire ton truc. Et tu l'as sorti 2019. Nous, je crois qu'on s'est rencontrés fin 2019, parce que c'était sur un marché de Noël. Ouais, mais je sais pas si j'avais le tome 2 déjà. Non, tu n'avais que le 1, puisque je t'avais pris que le 1. C'est ça. Alors, je pense pas que t'avais le 2. Et ben le 2, quand est-ce qu'il est sorti alors? Il me semble qu'ils étaient sortis la même année. T'es sûre que c'était pas 2018 qu'on s'est vu alors à ce moment-là? Et quasiment sûr, parce que c'est la dernière dédicace que j'ai faite, c'était au marché de Noël de la Softa en décembre 2019, du coup. Et moi, j'avais mon tome 2. Et le 2 a dû sortir juste après. Ouais. À quelque chose près. Ouais, mais c'est parce ou que au moi, printemps j'avais 2020 ou un truc comme moi, ça. j'avais mes 3 et le dernier venait de sortir. Et du coup, quand je me suis pris le confinement, tout ça, après, ça a été l'argument pour aller en dédicace, c'était de dire, j'ai pas trop pu en faire la promo, puisque du coup, voilà. Et il a dû sortir dans la foulée à quelque chose près, juste avant le confinement ou quelque chose comme ça. Ah oui, donc tu les as bien enchaînés en fait, finalement. Je les ai enchaînés parce qu'ils étaient déjà écrits. Oui, à ce moment-là, oui, effectivement, au moment de l'édition, il était déjà écrit. Quand Marathon m'a dit OK, les 2 tomes étaient déjà écrits, donc la planification des 2 était facile à mettre en place. Et alors, justement, tu disais que tu as mis 18 mois pour écrire le 1, pour écrire le 2, c'est pas on a Pixie qui est en train de faire un nettoyage de basket. chaussures. Le tome 2, tu as mis combien de temps à l'écrire? Alors, assez curieusement, le tome 2, j'étais beaucoup plus rapide, j'ai mis 10 mois pour l'écrire. Ah ouais. Déjà parce que, alors, je me suis imposé moins de contraintes. Ok. Et moins de contraintes, et puis je me suis moins pris la tête aussi. Le premier tome, c'était mon premier roman. On est très MeToo en fait quand on fait des premiers romans. Le moindre détail, on a envie que ce soit parfait. On le relit 40 000 fois. Le moindre petit truc en fait. Et je me suis dit au 2e tome, déjà, je me suis dit non, je refais pas la même, quoi. On va se détendre, tranquillou. Et il y a des trucs, on laissera aussi la maison d'édition faire son boulot de maison d'édition, quoi. Enfin, de relire un peu, de corriger, voilà. Sachant que le premier avait déjà été pas mal corrigé, etc. Des bonnes pistes de travail pour ton Et puis sur un 2e roman, tu commences à te connaître aussi. Tu sais quelles sont tes tics d'écriture, donc déjà t'évites ça, tu gagnes du temps. Enfin, moi je sais que j'avais tendance à placer des mais partout. Ah oui. Ah, le mais, c'est... Oui. Ah, il est terrible le mais. C'est terrible le mais. Je pense que c'est un tic qu'il faut avoir très facilement. Des superlatifs aussi. Ouais. Beaucoup de superlatifs. Donc ça, c'est des trucs que je corrigeais au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire, dès que j'envoyais un poindre au bout de ma plume, je disais, voilà, stop. Toi, je te vire direct. On se calme, on réfléchit, on tourne la phrase autrement. Oui, c'est ça, c'est que tu réfléchis dès le moment où tu formules la phrase, finalement. Du coup, tu te prends moins la tête sur l'ensemble. C'est pareil, j'avais eu un petit souci de chronologie sur le premier. Aujourd'hui, quand j'écris, je fais un peu plus attention tout de suite à la chronologie. Donc, au fur et à mesure de l'écriture, tu t'attaches plus d'importance à ça. Donc, c'est moins de corrections après, finalement. C'est un débat que j'ai eu, je crois, il n'y a pas très longtemps, là, sur un atelier d'écriture où je leur parlais des différents profils d'écrivains. Alors, je mets toujours des guillemets à ça parce que j'aime pas du tout le terme profil, à la limite.
j'avais vu un auteur qui parlait de processus créatif. J'imagine que tu connais l'histoire architecte, jardinier. Non, du tout. Alors, tu vois, c'est marrant parce que maintenant, de plus en plus, j'en connais des auteurs qui m'en parlent presque spontanément. Ouais, moi, je suis jardinière, moi, je suis plutôt architecte ou quoi. Non, moi, j'écris juste. Ouais, voilà. Je plante pas des choux. Non, mais en fait, le principe, à la base, c'est un principe qui vient de la narratologie. Hein. Tu as la méthode scripturale et la méthode structurale. Donc, tu vois, comprends à peu près à quoi ça peut correspondre. Et c'est George Martin, en fait, dans une interview, qui avait banalisé le truc en parlant, enfin popularisé, on va dire, en parlant d'architecte et de jardinier. Donc l'architecte, c'est celui qui va faire tout le plan de sa maison, qui va tout faire de manière très très carrée, puis ensuite va écrire dedans. Et le jardinier, il plante la petite graine, il arrose, il voit ce qui se passe, quoi. Et il y en a beaucoup, du coup, à une époque, j'entendais énormément autour de moi des gens dire non mais moi je peux pas faire ça, je suis plutôt jardinier, ou moi je peux pas faire ça, je suis plutôt architecte. Et en fait, j'avais l'impression que les gens s'auto-enfermaient dans un profil, du coup, en disant bah non, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, donc je peux faire que ça. Alors, moi, j'aurais tendance à avoir un côté semeuse anarchique, tu vois. C'est même plus jardinier. C'est-à-dire, je balance, je regarde ce qui pousse pas, ce qui prend pas. Ça, j'aime bien, ça, c'est pas terrible. Voilà. Ouais, mais tu vois, donc effectivement, tu serais plus sur le profil jardinier, mais tu le disais toi-même, c'est qu'au bout d'un moment, par l'expérience, tu en viens quand même à faire. Même si c'est des micro-plans, des petites, après, ça va dépendre de ce que tu écris aussi. C'est ça. Là, sur Flux, je savais d'où je partais, je savais où j'arrivais. Alors ça, par contre, c'est un truc que je conseille, moi, toujours à ceux qui me demandent. Sachez où vous allez. Oh oui. Peu importe les chemins que vous prenez, parce que vos chemins, ils vont changer en tout temps. Mais il faut que vous sachiez où vous allez. Ouais. Le nombre qui se perdent en route, et moi la première, ça a été un de mes défauts, une fâcheuse tendance à me perdre en route. Ouais. Mais le fait que je savais où j'allais, et ça agit un peu comme un phare dans la nuit, c'est-à-dire au bout d'un moment, tu te dis non mais attends, en fait c'est là que tu veux aller. Ouais. Donc ça, tu vas laisser tomber, tu vas revenir sur le chemin. Donc ça, c'est important. Après le reste... j'allais dire, ça dépend ce que vous écrivez. Pour Dame, le dernier, on en reparlera tout à l'heure, où on est plus... Là, c'est plus un polar, c'est une enquête. Il n'y a pas trop de choix. Tu es obligé de construire un peu. C'est ce que j'allais te demander, parce que il faut que tu puisses amener tes arguments, amener tes indices au fur et à mesure, pour que ce soit clair, que le lecteur comprenne où tu veux en venir, et que du coup, il ne dise pas, mais d'où elle me sort ça du chapeau là, que tu saches comment les distiller, où les placer, etc. Tout à fait. Après, ça n'empêche que, même si j'avais un peu structuré, j'ai quand même ce côté un peu anarchique quand j'écris. Déjà, j'écris pas régulièrement. Ouais, ça on en reparlera aussi, effectivement. Voilà. Et des fois, je vais dire, ça c'est quand même une chouette idée, je l'aime bien. T'as envie d'explorer, quoi. Et j'ai envie d'explorer. Ouais, je comprends. Et hop, je laisse tomber complètement l'idée que j'avais eue au départ, qui finalement me semble pas terrible, et hop, je pars sur autre chose. Ouais, mais moi je me retrouve... Alors, je sais pas si toi c'est pareil, mais j'écris pas non plus de manière régulière, j'essaye. Mais du coup, ce qui fait que quand il peut se passer une grosse période entre deux moments d'écriture, bon, je me relis un petit peu avant, mais de plus en plus, je commence à me dire... Je verrai ça à la réécriture. Tant pis. Je reprends le fil, je vois... Et puis bon, c'est vrai que maintenant, je me fais des micro-plans de ce que je dois faire ensuite. Je me mets des petites phrases que quand j'ai une idée en tête et que là, j'ai pas le temps de terminer d'écrire, je dois partir sur autre chose. Quand je m'y remets, maintenant, j'ai un petit peu un micro-schéma de « Ah oui, c'est vrai que c'était ça la marche à suivre. » Parce que le problème, c'est qu'il y a eu plein de fois où je m'y remettais et j'avais complètement perdu ce que j'avais en tête. Donc ça m'énervait au plus haut plan. J'ai commencé un petit peu à me faire ça. Mais de plus en plus, je me dis... Je verrai à la relecture pour être sûre qu'il y a bien de la cohérence dans l'enchaînement, dans le machin, dans le truc. Mais je me dis, tant pis, je me focus sur le fait d'avancer et je verrai après. Quoi. Je sais pas si toi, ça te fait un peu ça. Alors moi, maintenant. Je le fais, effectivement, puisque je me dis toujours, de toute manière, je relirai, qu'au moment où je relirai, je verrai tout de suite où c'est que ça pêche. Et, donc, autant je pouvais me prendre la tête, effectivement, sur mon premier roman pour me dire, il faut absolument que ce soit cohérent, machin, autant sur les suivants, le coup, là aussi, j'ai un peu lâché prise. C'est-à-dire de me dire, après, il faudra regarder dans l'ensemble ce que ça donne. Et moi, c'est vrai qu'avant d'envoyer mes manuscrits ou maisons d'édition, je les fais toujours bêta-relire. Oui, oui. Alors, pas nécessairement par des gens qui connaissent quelque chose, c'est des gens qui sont lecteurs comme ça. Oui, mais c'est souvent suffisant aussi. C'est suffisant, c'est-à-dire, je leur dis, moi, en fait, je me fous de savoir si vous aimez ou si vous aimez pas, c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est que vous repériez tous les endroits où vous n'avez pas compris, où vous trouvez que c'est pas clair, ou s'il y a des fois de cohérence, tout simplement, dans ce que je raconte. Et que vous puissiez le relever, et à ce moment-là, moi, ça va m'aider à faire quelque chose, corriger des choses que j'ai pu oublier. Là, sur le dernier roman que j'ai écrit, là, je viens de le terminer,
c'est un petit truc pour les 10-12. Je parle du téléphone portable. Et au tout début, je dis, oh, mais l'héroïne, elle s'en fout des téléphones portables, elle les laisse. Et à chaque action, systématiquement, elle a son téléphone portable. Donc je me suis dit, là, va falloir revoir le truc, ma cocotte, là. Ouais, Où c'est pas cohérent. tu te tiens à ce que t'en dis et du coup, tu réécris tes scènes de manière à effectivement qu'elle lâche le truc, ou alors tu dis pas ça et tu gardes. Oui. Voilà. Ouais. Mais là, je sais que je vais avoir un petit travail de correction sur chaque scène pour reprendre. Voilà. Mais j'avais oublié que j'avais dit ça dans le premier chapitre. Tu vois. Ouais, mais alors, moi, on m'a fait la remarque aussi sur le tome 1 et le tome 2. Alors, tu vois, c'est là où je te dis que j'ai fait vachement plus gaffe sur le 2, mais moi, c'était plus un problème d'éditeur, effectivement, parce que j'avais énormément relu le 1. Et quand j'ai vu le peu de changements qui avaient été apportés, alors, pour le coup... c'était un premier roman, hein, donc on va pas faire la fausse modestie en disant ah non, il n'y avait pas besoin. Si, c'est un premier roman, il y a toujours des choses à redire. Du coup, le 2, j'ai fait le triple en termes de réécriture, enfin relecture, vérification, etc., que ce que j'avais fait sur le 1, parce que je sentais que ça allait pas forcément être fait derrière. Mais ça n'empêche pas du coup des problèmes de cohérence, alors que je fais super gaffe. Et la dernière fois, on m'a signalé qu'entre le 1 et le 2, à un moment donné, sur un personnage, je mentionne un frère, et après, je mentionne le fait qu'elle était fille unique. Et je dis, merde. Et c'est une phrase, hein, c'est une ligne, ça n'apparaît nulle part, mais parce qu'en fait, dans ma tête, j'avais tellement développé le truc en me disant, c'était évident. Bon, en plus, le problème, c'est qu'entre le début du tome 1 et quand j'ai repris l'écriture du tome 1, il s'était passé plusieurs années. Parce que, voilà, donc pour moi, c'était du détail que dans ma tête, je les avais supprimés. Donc là, je sais que quand je vais faire la réédition et tout, je me suis tout noté, les pages, les machins. Et je vais le virer. Mais oui, la cohérence, c'est super important, même si c'est un truc qui n'a pas un impact sur le récit. Donc, auteur, oui, mais un lecteur va le voir. Sur un bouquin là, que j'ai offert à mon père là, pour Noël, pourtant, je veux dire, un auteur vraiment qui a pignon sur rue et tout, bon, bah, il me dit faudrait qu'il apprenne à faire la différence entre les rameaux et Pâques. Alors je dis, je connais l'auteur, il sait faire la différence entre les deux, mais je dis, là, c'est que tu as relevé une coquille. Bah oui, ça se trouve, l'auteur parlait de Pâques dans un chapitre, et quelques chapitres plus tard, il dit à l'époque des rameaux. Et alors, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Et c'est à peu près la même période, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que c'est une coquille de. Je lui ai dit non, là, connaissant l'auteur, je pense que c'est une coquille. Mais qui est passée, effectivement. Voilà, ça arrive même au meilleur. Hein, non, mais de toute façon. Au moins, c'est un côté rassurant. Ah oui. Tu vois, de dire que les coquilles, ça arrive même au meilleur, et même quel que soit la maison ou autre, finalement, il peut y avoir des coquilles, quoi. Alors, du coup, donc, les tomes 2 les 2 tomes qui se sont enchaînés, puisque finalement, au moment où tu as été édité, tu avais déjà écrit les 2. Tout à fait, ouais. Comment tu l'as... On va rester un petit peu sur Flux, puis après, effectivement, on passera sur Dame, mais comment tu l'as vécu aussi, cette... finalement, cette porte close que tu t'es prise par la maison qui t'avait... parce que ça t'a fait plein d'espoir, quoi, sur le coup, j'imagine, en plus. Alors, disons que déjà, de base, Flux, je l'ai présenté... Alors, pour la petite histoire, je vais raconter, parce que c'est une histoire un peu particulière, Flux. J'ai une fille grande, enfin, qui aujourd'hui est grande, qui a 20 ans, qui est derrière, elle a 20 ans. Mais je l'écris, donc j'ai commencé à l'écrire, elle en avait 13. Ok. Quand j'ai commencé à écrire Flux. Et en fait, ma grande ne lit pas, elle n'aime pas lire. Bon, y a des gens qui n'aiment pas lire, ça arrive, c'est pas grave. Et donc, je m'étais dit, tiens, il faut que je trouve un moyen de l'intéresser un peu à la lecture et à l'écriture, parce qu'elle s'orientait vers des études artistiques, un bac littéraire. Ouais. Donc je me suis dit, ce serait quand même lui rendre service si elle arrivait à accrocher un peu à ça, ça lui faciliterait la vie. C'est vrai. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un outil, un vecteur qui soit assez attractif pour qu'elle le prenne peut-être de façon un peu ludique. Et à l'époque, je faisais du jeu de rôle sur Internet, par forum. Ouais, j'ai commencé le jeu de rôle comme ça. Voilà, moi j'ai fait des jeux de rôle Internet pendant des décennies. J'ai commencé, j'étais enceinte d'elle, donc tu vois, ça date. Au moins 2 décennies. Moins 2 décennies, du coup, oui. Et là, j'étais sur un jeu de rôle qui était assez intimiste. On était une petite dizaine de joueurs. La créatrice était une amie. Donc, je lui avais dit, écoute, est-ce que tu serais partante pour qu'on se fasse un petit échange RP dans ton univers, mais avec ma fille qui a 13 ans. Donc soft, tranquille, tu vois, mais que ce soit pas ni trop violent, ni machin. Écoute, pas de problème, amène-la, on fera ça ensemble et tout. Et donc, j'ai amené Salomé, qui a essayé.
Elle a essayé, elle a écrit quelques lignes, hein, mais bon, déjà, on était très prolixe, hein, donc ça a été dur de suivre. Et puis, c'était compliqué pour elle, parce que du coup, ne serait-ce qu'écrire un petit paragraphe, c'était pas spontané, ça lui demandait autant d'efforts qu'une rédaction. Ouais, puis pour peu que tu es dans un forum où ça poste vachement souvent, tu peux vite t'y perdre régulièrement, aussi, donc elle s'est vite retrouvée finalement découragée et dépassée, et ça l'a pas embarquée, même si elle aimait bien l'univers. Par contre, elle avait jamais eu l'occasion de lire ce que moi j'écrivais. Et là, elle a découvert un peu ma plume, quoi, finalement. Et elle m'a dit ça serait chouette si tu m'écrivais un roman. Alors déjà, l'idée m'avait jamais traversé l'esprit, mais vraiment pas. Et je me suis dit, mais un roman, mais t'imagines... c'est boulot. C'est ça, c'est clair. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? Et je me suis un peu piquée au jeu. Je lui ai dit, mais tu aimerais y trouver quoi, toi, dans ce roman? Parce que quitte à ce que je l'écrive, autant que tu le lises, tu vois. Oui, c'est ça. Tant qu'à faire. Et donc, elle m'avait dit... Qu'est-ce que tu m'avais dit? Je crois c'était, je voudrais qu'il y ait un peu de magie, mais pas la Harry Potter. Qu'il y ait aussi une petite histoire d'amour, pas trop gnangnan. Et puis voilà, il y avait un ou deux trucs comme ça. Tu es genre, t'as 13 ans. Et je me suis dit, bingo, on va essayer. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Ah bah oui. Et cette copine qui faisait du jeu de rôle avec moi m'a dit, ah mais si tu te lances, parce que moi aussi je me suis lancée dans l'écriture d'un livre, si tu veux, on se relie mutuellement l'une l'autre, et du coup on s'encourage pour aller jusqu'au bout. Ben je lui dis, banco, on y va, moi je te relis tes chapitres et toi tu relis les miens, quoi. Et je suis partie comme ça. Et en fait, j'ai été la première surprise à être arrivée au bout. Bon, ça m'a pris 18 mois, mais j'y suis arrivée. Enfin, 18 mois, c'est relativement court, hein, en vrai, je trouve, pour une... ouais, peut-être, je me rends pas bien compte. Bon, c'est vrai qu'en plus, le tome 1, il est assez costaud. Hein. Je crois qu'il y a 250 000 mots. Hein. C'est pas rien, c'est un gros... Attends, si on regarde, on est sur un format quoi, 5 là? Ouais, puis c'est écrit petit quand même. 392 pages. Voilà. Ouais, c'était un gros bébé. Ouais, effectivement. Et... tu faisais que ça à l'époque ou... Non, je travaillais déjà. Oui, donc en plus, donc beau score. Hein. Et du coup, je me suis aperçue que j'y prenais beaucoup de plaisir en fait, et presque plus que par le jeu de rôle internet. Parce que t'es omnipotent quand t'es auteur, que c'est pas le cas sur le jeu de rôle forum. Hein, t'es tributaire aussi de la réaction des autres joueurs. Complètement. Et du maître de jeu. Et là, c'était moi qui dirigeais mon univers, et tout en ayant le plaisir de l'écriture en fait. Et ça m'a correspondu complètement. Et donc, j'ai dit, mais en fait, je m'éclate, c'est génial. Et puis, j'ai fini par me dire, mais après tout, puisque je l'ai écrit maintenant, tentons notre chance auprès des maisons d'édition. C'est fait. Ça, hein. Donc, je suis allée à la médiathèque, j'ai relevé le nom des maisons. Alors, Magnard, Thierry, Thierry Magnier, Rajo, enfin bon... Ça, les gens demandent souvent, une des questions qui revient beaucoup, c'est comment tu fais pour trouver une maison? Bah déjà, tu commences à aller dans ta bibliothèque ou dans la médiathèque, et tu regardes toutes les maisons d'édition qui ont publié des romans dans le genre que tu as écrit. Aussi bête Alors que oui, ça c'est un truc, par contre, faites super gaffe à la ligne éditoriale, parce que ça, c'est une perte de temps pour eux, et c'est du pognon pour vous, parce que malgré tout, il y en a encore qui le demandent sous format papier. Beaucoup encore. Il y en a encore beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas refait d'envoi, et puis bon, c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc non, il faut vérifier au moins la ligne éditoriale. Donc moi, j'étais dans la ligne éditoriale. Il n'y en a aucune à qui j'ai tenté comme ça. Tout était dans la ligne éditoriale. Et je me suis dit, on verra bien. Bah, t'avais rien à y perdre. Et en fait, ce qui a été assez étonnant, où j'ai été la première agréablement surprise, et on va revenir à ta question de départ, qui était comment je me suis pris ma porte dans la gueule de manière, mais on y vient. Mais déjà, j'ai eu des réponses personnalisées. Ça, c'est cool, hein, parce que c'est pas tout le temps que t'en as. Tout à fait. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais j'ai eu Nathan qui m'a fait un retour personnalisé. J'ai eu Sarbacane qui m'a fait un retour personnalisé. Voilà. Et donc, c'est Magnard qui m'a fait le retour. Et du coup, je me suis... En te promettant un contrat? Non. Quand je dis retour personnalisé, c'est... toutes m'ont dit non, pas pour nous, mais voilà pourquoi. Je parlais pour Maillard, du coup. Manière, j'avais eu un retour personnalisé, puis j'avais eu la personne chargée de l'édition qui m'avait fait un mail et avec qui j'avais échangé. Sans te promettre un contrat, tu pouvais non, décemment mais bon, je veux dire, là, ils m'ont demandé de faire des corrections. Donc, c'était autant, tu vois, typiquement, certains m'ont dit, pour nous, ce sera non parce que. Et du coup, ça s'entendait. Hein, je veux dire, bon, voilà, c'était pas ce qu'ils attendaient d'un livre, ou du moins qu'ils ne l'ont pas retrouvé dans le mien. Ce que j'avais trouvé déjà plutôt pas mal,
ou même des grandes maisons, quand elles te disent pour nous, vous avez passé tous nos cercles de lecture, mais pas le dernier, et vous n'avez pas fait l'unanimité, comme on a plein de demandes, on a préféré favoriser d'autres. Déjà, tu te dis, ça veut dire qu'ils ont pris la peine de le lire. Enfin, si déjà ils te font une retour personnalisé, ça veut dire qu'ils l'ont trouvé suffisamment intéressant pour prendre la peine de le dire. Il y a même une maison qui m'a dit, celui-là ne nous intéresse pas, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les faire passer. Ah oui, donc donc positif. Donc plutôt positif. Donc j'ai pas été... Enfin, c'est bête à dire, mais t'es déçu un peu parce que tu te dis ah zut, mais en même temps tu te dis bon chouette, ça veut dire que ce que j'ai envoyé était quand même suffisamment de qualité pour que ça vaille le coup d'être édité. Puisque au moins, enfin c'est pas une grande maison qui m'a répondu, j'en ai au moins 4 ou 5 réponses. Donc voilà. Et du coup, quand je me suis engagée, quand je me suis dit ah cette maison me répond, elle me demande des corrections, bon ben go et un tome 2, et ben vas-y. C'était inattendu finalement. Enfin, je veux dire. Alors oui, il y a la déception après de se dire zut, j'ai plus de réponse, je sais pas ce qui a pêché, ce qui a pas marché ou pas. Ouais, c'est un peu difficile à vivre sur le coup. Et puis après, tu te dis, mais finalement, elle rejoint la cohorte de ces maisons qui m'ont dit non, mais... Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que je revoie un peu mes ambitions différentes et que je me tourne peut-être vers de l'édition plus indépendante qui aura plus envie de prendre des risques et pour le coup, où les défauts leur sembleront moins insurmontables parce qu'ils n'ont pas les enjeux financiers que peut avoir une grande maison. Donc là, comment on fait ? Là, je suis allée sur Internet, je suis allée fouiller, j'ai fait un peu le tour des maisons qui existaient. Il y en a plein, il y en a à l'appel carré, des maisons indépendantes. Ce qui a emporté mon choix chez Marathon, c'est qu'à l'époque, c'était une toute jeune maison. Ils ne sont pas très vieux, je crois que c'est 2015. Ah oui, Florence, excuse-moi si je ne me rappelle pas la date exacte. Et il y avait déjà Jeanne Bocquenet-Carl chez eux, qui était édité chez Rajo. Ok. Aussi. Et je me suis dit, si une autrice qui a quand même un pied dans la porte dans une grande maison parisienne choisit aussi une petite maison indépendante comme Marathon, ça veut dire qu'elle a estimé que ça pouvait répondre aussi à sa demande, etc. Donc, j'ai hésité un peu, puis j'ai dit, go, on va essayer. Et pour le coup, j'ai bien fait, puisque Marathon m'a rappelé en me disant, nous, ça nous intéresse, en fait, les 2 tomes. Donc, ils m'ont demandé déjà de leur envoyer le 2e tome après avoir... Parce que tu avais envoyé que le 1 à ce moment-là ? Au début, j'avais envoyé que le 1 en disant, le 2 est à votre disposition. Et du coup, ils m'ont répondu en me disant, on voudrait lire le 2e. J'ai dit, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est pas bête en plus de faire ça, comme ça, tu les accroches un peu. Voilà, et puis eux, ils savent que du coup, c'est pas un coup dans l'eau. Parce que le problème, c'est que, et ça pour en avoir discuté avec beaucoup d'éditeurs, il y en a beaucoup que ça recule. C'est-à-dire quand tu leur dis, mais c'est une histoire prévue, tant de tomes, 4, 5, 8, et qui ne sont pas écrits, eux, ils se disent, oui, mais moi, je vais investir sur le premier tome, je vais accrocher un lectorat, et derrière, j'aurai rien d'autre à leur proposer si l'auteur ne va pas jusqu'au bout. C'est un sacré risque pour une maison d'édition. Alors quand on s'appelle Gallimard, on s'en fout un peu. Quoi. Où ils précisent que c'est pour 3 tomes, par exemple, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une rupture de contrat si tu respectes pas le si l'auteur l'écrit pas, il l'écrit pas. Quoi. Donc je sais qu'il y a des maisons, et notamment dans les maisons indépendantes, qui vont être frileuses quand il n'y a pas les tomes, au moins de commencer à être écrits. Quoi. Et là, donc c'est pour ça que moi j'envoie le premier tome en disant, voilà, le 2e est à votre disposition. Sous-entendu, vous n'avez pas le risque que ce ne soit pas écrit. C'était prévu en 2 tomes et le 2e est à votre disposition. Donc, et Marathon m'a dit, oui, nous on veut le 2e parce que du coup on veut le lire, voir ce qu'il dit. Et quand ils ont lu les 2, là c'est là que j'ai eu un contact et ils m'ont dit, nous ça nous intéresse, ça correspond exactement. Donc ils m'ont refait faire des corrections par contre sur le premier, mais du coup qui n'étaient pas énormissimes. Il y a eu juste des petits changements au niveau... d'un chapitre. Sur le 2e, il y a un chapitre aussi qui m'ont fait supprimer parce que ça pouvait ouvrir potentiellement sur un 3e alors que j'avais pas envie d'écrire, donc ils m'ont dit non, là, on laisse tomber parce que du coup sinon, on s'en tiendra à 2 tomes, donc on va laisser tomber. Et du coup, voilà, ils ont dit go et on y va. Et ça a été chouette parce que ça a été une belle expérience parce que du coup, ça reste une maison qui est... voilà, c'est le principe des maisons un peu indépendantes, c'est-à-dire elles restent à taille humaine, avec un vrai dialogue entre l'édition et l'autrice et l'auteur, parce qu'on est nombreux. Entre-temps, elle a grossi. Entre-temps, il y a eu d'autres auteurs qui nous ont rejoints, dont certaines qui sont aussi publiées par d'autres maisons parisiennes. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment le panel en fait s'élargit
sur une petite maison comme ça. Là. Ouais, du coup, tu la vois grandir. Et bonjour, bienvenue dans ce stream. Merci de nous rejoindre. Donc pour expliquer vite fait à ceux qui rejoignent, hein, on est donc dans un nouvel épisode de Dans la vie 2. Donc on a Célia avec nous aujourd'hui, qui est romancière, qui a sorti 3 livres du coup, puisqu'ils sont derrière nous. Alors on en voit 4, hein, mais c'est parce qu'il y en a un qui arrive après. On va expliquer tout ça. Donc si vous avez des questions à lui poser sur son parcours, sur son quotidien ou autre, n'hésitez pas à le faire dans l'espace chat et puis on y répondra en direct avec Célia. Avec grand plaisir. Là vous êtes combien du coup au sein de la maison d'édition, tu sais ou... Non, j'ai pas compté, mais on doit être... ou... un peu plus, on doit être une bonne quinzaine maintenant. Ah oui. Donc, et quand tu as signé, vous étiez on n'était pas nombreux, on était moins d'une dizaine. Ouais, donc du coup c'est intéressant aussi pour ça. Et alors tu citais une autrice qui était chez Rajo aussi à ce moment-là. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec elle? Oui, tout à fait, Jeanne. On s'est vu pendant le confinement, on a fait un salon sur Twitch justement. Non, sur Discord, c'était sur Discord. Sur Discord, ouais. Ouais, c'était un salon sur Discord et du coup Marathon était inscrit et donc on s'était connectés tous. Donc j'avais eu l'occasion de discuter un peu avec Jeanne à ce moment-là. Depuis, elle a été publiée aussi chez Screenéo, elle a été republiée chez Rajo, elle a ressorti aussi des livres chez Marathon. D'accord. Notamment une petite romance ado là, qui a été publiée il n'y a pas longtemps chez Marathon. Ok. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme opinion justement sur les différences? Alors bon, elle a un bon contact avec la maison, avec Rajo, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis, ce qu'elle aimait bien aussi chez Marathon, c'est que elle a pu aussi apporter son point de vue d'autrice, c'est-à-dire de dire... ce qu'elle avait publié chez Marathon, notamment, c'est le Big History Show. Si vous avez l'occasion de le lire, je les ai lus tous les deux, ils sont extraordinaires. Pour le pitch, juste pour rapidement, c'est l'histoire d'un magnat indien qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Okay. Mais plutôt que de la filer aux scientifiques, il ne trouve pas ça drôle, il l'a gardé pour faire une émission de télé-réalité. Ok. Donc c'est un Koh-Lanta version voyage dans le temps. Donc ils ont des épreuves, genre donner un crucifix à Jeanne d'Arc avant qu'elle soit brûlée. Enfin voilà, c'est le premier qui arrive. Non mais je caricature un peu, mais ils voyagent à travers des périodes de l'histoire comme ça. Et c'est le duo qui s'en sort. Bon, il y a une histoire de fratrie dedans en plus qui est touchante. Enfin bref. Et donc elle avait fait le Big History Show adulte et il y a une deuxième saison parce que ça a bien marché pour la première. Donc le magnat indien a refait une deuxième saison avec des ados. Ok. Et en fait, de ce qu'elle m'avait expliqué, la maison d'édition à laquelle elle l'avait proposé à la base ne voulait que la partie ado. Et pour elle, c'était un diptyque en fait qui était inséparable. Enfin, elle avait écrit les deux. Et Marathon, alors qu'ils sont spécialisés dans la littérature ado, a compris en fait sa démarche et a dit ok, c'est bon pour nous pour les 2 tomes en fait. Ouais. Même s'il y en a un qui est adulte, pour nous, c'est accessible aux ados en lecture, c'est sympa aussi, et ça respecte la volonté de l'autrice, donc on y va, go. Et preuve que ça lui a convenu, puisqu'elle a publié là, un autre chez eux, donc Quand mon orage succombe, donc il y a une petite histoire d'amour à la Nos étoiles contraires, un peu, tu vois. D'accord. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, j'ai discuté aussi avec, on a Nadine de Bertolis, alors elle, qui est éditée chez Magnard, qui en a... 2 chez Magnard et qui travaillent aussi pour Lito Édition. Alors Lito, ils font du livre pour les petits par contre. Oui, parce que ça me parle. La découverte du monde, des choses comme ça. Et elle, c'est pareil, elle disait chez Marathon, c'est une autre ambiance, c'est autre chose. Et puis c'est aussi une façon de proposer des livres qui sont plus risqués peut-être pour des grandes maisons. Et nous, on est tous fiers de nos bébés. Hein, je veux dire, on choisit pas s'il y en a un qui est plus bankable que l'autre. Et ça permet aussi, en tant qu'autrice, de pouvoir donner une chance à un livre qui peut-être en aurait moins ou pas eu dans une plus grande maison. Et c'est vrai que je trouve d'une manière générale que les maisons indépendantes, et ça c'est vrai, elles prennent plus de risques éditoriaux que les grandes maisons. Oui. Indéniablement. Vous allez trouver des trucs plus originaux ou peut-être moins parfaits aussi, il faut le dire honnêtement, qui ont peut-être un peu plus de défauts dans des maisons indépendantes parce qu'elles vont prendre le risque, elles vont se dire ok, on essaye de trouver un lectorat par rapport à tel bouquin. Je sais que une fois j'avais fait le salon de Montreuil, salon de jeunesse de Montreuil, des plus gros salons de jeunesse, voire même le plus gros. C'est le plus gros, c'est ça. C'était à l'époque où j'étais en train de faire mon tome 2 et je réfléchissais déjà à changer d'éditeur et du coup j'avais une collègue qui m'avait dit moi tous les ans je vais au salon de Montreuil, vas-y si tu veux je t'y emmène et vois pour démarcher directement les gens là-bas quoi. Et j'avais papoté avec un directeur adjoint de Robert Laffont, collection Young Adult.
Et en fait, il m'expliquait, et c'est la réponse effectivement que je m'étais prise un peu par tout le monde, mais lui avait pris le temps un peu de m'expliquer tout ça, que en fait, globalement, dans Fantastic Fantasy, parce que là c'était plutôt ça, ils n'avaient pas tant d'auteurs français, en fait. Ils faisaient que la traduction. Et je lui disais, mais c'est quand même dommage. Enfin, en plus, moi, j'en connaissais Il y a plein qui plein écrivaient, d'auteurs encore français, plus, ouais. maintenant que j'ai encore plus de réseaux, j'en connais d'autant plus. Et il me disait, oui, mais en fait, c'est très français ça, parce qu'on a eu la même conversation avec Charlène, qui était dans l'émission, qui est scénariste en série télé, et c'est le même problématique sur le côté fantastique fantasy dans le cinéma français ou dans le domaine de série télé. On tente pas, on prend pas le risque. Et la littérature, c'est pareil. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils prenaient des auteurs étrangers, souvent anglo-saxons, et ils faisaient la traduction parce qu'ils savaient que ça avait déjà fonctionné à la TI, et ils le faisaient, et ils prenaient pas le risque avec des auteurs français. Et c'était quasiment la réponse. Et d'ailleurs, quand tu allais voir et que tu regardais les noms de leurs auteurs de toutes ces grandes maisons-là, t'en voyais quasiment pas des Français, en fait. Pire que tout, il y a une grande maison, je vais me permettre de la citer, parce qu'après tout, Lumen. Ouais. Si vous pouvez éviter d'acheter chez Lumen, je vous le dis, n'achetez pas chez Lumen, je suis désolée de le dire. Lumen ne fait que de la traduction d'auteurs anglo-saxons et japonais. Et quand vous leur proposez vos manuscrits à eux, c'est une maison d'édition française. Hein. Ils vous disent très clairement que ça ne les intéresse pas, qu'ils ne veulent que des livres qui se sont déjà vendus pour être sûrs de vendre. Mais j'avais parlé avec eux. Voilà. Parce que ça y est, je revois leur logo, je revois leur truc. Lumen, et Lumen, c'est ça. Et Lumen, j'avais discuté avec eux. Et du coup, à tel point, et je sais que j'avais discuté avec eux, que j'avais eu l'éditeur, parce que je lui avais dit, mais moi, c'est bon, si vous voulez, je vous le fais traduire en japonais, mon manuscrit, je vous l'envoie. Ouais. Et il m'avait répondu rigolant, non, ça marche pas. Bon. Bah ouais. Mais c'est ça. Et alors, tu vois, la différence de Lumen, pour le coup, la personne avec qui j'avais parlé à Robert Laffont m'avait dit, tenez, envoyez-le-moi, je vous promets rien, je vous promets au moins de le lire. Bon, j'avais jamais eu de réponse. Après, j'ai dû lui envoyer 1 an et demi ou 2 ans après, le temps que je finisse vraiment tous les trucs, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'avais vachement blindé celui-là. Si ça se trouve, il était plus en place, j'en sais rien, en fait. Oui, c'est possible. Je sais pas du tout. Mais voilà, il fermait pas la porte, mais c'est vrai que tu sentais que c'était un peu la politique de la maison. Ouais. Et pas que lui, hein, parce que même quand on regarde, Brajlon, si, ils ont publié un peu des Français, mais pas tant. Enfin, quand on fait au prorata, clairement, la majorité, alors après, c'est de la traduction. Il y a des très belles maisons françaises qui jouent le jeu. Grandes maisons, je peux citer les Moutons électriques, par exemple. Okay. Dans la SF, ils sont dans le 38, c'est eux qui publient Jaworski. Ah oui. Gagner la guerre, etc. Ils ont publié Estelle Favre aussi au début, c'est à elle qu'ils ont donné sa chance. Il y a La Volte, qui est la maison d'édition d'Alain Damasio, qui publie des trucs, alors c'est francophone. Ouais. Parce que Sabrina Calvo, qui est chez eux, typiquement, moi j'adore Sabrina Calvo, elle est canadienne. Alors elle a grandi à Marseille, mais elle habite au Canada maintenant. Donc ça, c'est des maisons... Alors moi, je les considère encore comme des maisons indépendantes. Même si elles ont la notoriété d'une maison parisienne, elles ont un fonctionnement encore très maison indépendante. Après... Alors, il y a un risque qui est indéniable avec les maisons indépendantes, par contre, c'est que oui, elles vont tenter. Donc, il ne faut pas hésiter à leur envoyer vos manuscrits parce que vraiment, elles vont prendre des risques éditoriaux que ne prendront jamais une grande maison parisienne. Par contre, certaines maisons font un vrai travail d'édition, d'autres non. Alors, qu'est-ce que j'appelle par un vrai travail d'édition ? Mais bon, là, c'est mon côté MeToo. Moi, j'attends d'un éditeur qui me relise, vraiment. Mais pas pour me relire, pour me dire, je t'ai relu vite fait, je t'ai passé ton manuscrit au Robert pour voir qu'il n'y avait pas... Non, c'est-à-dire, vous imaginez, enfin si, vous l'imaginez sûrement si vous écrivez, toutes les subtilités de la langue française. J'ai corrigé, tiens, juste une petite anecdote, j'ai corrigé une copine tout à l'heure, je lui ai dit, je me suis permis d'intervenir, c'est pas que je ferme ma mauvaise gougne, mais tu as parlé de nos amours naïfs. Et je lui dis, amour est un des rares mots de la langue française, comme orgue et délice, qui est masculin au singulier, mais qui est féminin au pluriel. Voilà. Les amours naïves. Et ça... Je veux dire, bon, ça, je le sais. Alors, je ne sais pas pour étaler ma science, mais je veux dire, j'attends d'un éditeur, moi, qui me coche, parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas. Et que ça, ce soit le genre de truc qu'il ne laisse pas passer, quoi, dans mon manuscrit. J'attends aussi d'un éditeur qui s'interroge sur la pertinence de certains passages, qui fasse attention à la cohérence, deuxième relecture, voilà. C'est-à-dire un vrai travail d'édition qui leur demande beaucoup de temps aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi pour ça qu'ils sélectionnent les manuscrits, parce que quand vous avez un manuscrit, vous savez que vous allez y passer des heures dessus, voilà. Ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez aussi de pouvoir revenir sur votre écrit,
parce que celui que vous envoyez à la maison d'édition, il n'est jamais parfait. Hein. Donc, oui, clairement. Faut être faut pas avoir l'ego de se dire non, moi j'y touche rien. Ah, non, mais oubliez ça, n'envoyez pas un éditeur. Et même si un passage vous plaît particulièrement, si un éditeur vous dit non, ça passe pas, pour X ou Y raison, ça peut être parce que on imagine que là, ça risque de soulever trop de débats par rapport au public qui va être concerné, ou que voilà, il y a des petites choses auxquelles il faut des fois faire attention. Donc moi j'attends ça d'une maison d'édition, c'est-à-dire qu'elle fasse un vrai travail d'édition. Mais franchement, il existe des tas de petites maisons indépendantes qui peuvent vraiment... Alors moi, il y a un salon que je conseille aux jeunes auteurs qui veulent rencontrer des éditeurs de maisons indépendantes dans le monde de la littérature de l'imaginaire. Faites les Aventuriales de Ménétrol. Faites les Aventuriales de Ménétrol. Dernier week-end de septembre, dernier week-end plein. Entre 2500, ils ont à peu près 2500 visiteurs sur le week-end. Et en général, c'est les maisons d'édition qui sont présentes. Ils prennent très peu d'auteurs indépendants. Ouais. Mais vous avez les éditeurs qui sont là. Ouais. Donc, c'est l'occasion de les rencontrer. C'est-à-dire comme tu as fait toi pour Montreuil. C'est-à-dire... Et là, c'est quasi que des maisons indépendantes. Ouais. Donc, elles vont pouvoir vous dire, elles, ce qu'elles attendent d'un manuscrit. Vous allez voir tout de suite si vous avez un bon contact ou pas avec. À préciser... Peut-être que ça va être vraiment plus spécialisé, la littérature de l'imaginaire. Littérature de l'imaginaire. C'est vrai que c'est littérature de l'imaginaire. Mais, donc, mais il est sur place, il n'est pas loin. Hein, Ménétrol, c'est à côté d'Orion, donc autant en profiter. Enfin, je veux dire, pour ceux qui sont dans le coin, parce que c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément dans le coin. D'accord. Mais effectivement, oui, tu fais bien de le si vous n'êtes pas dans le Puy-de-Dôme, venez quand même, c'est super. Oui, voilà, parce que par contre, c'est un gros salon de littérature de l'imaginaire en France. Il y en a pas tant. Alors, il y a les Imaginales aussi. Il faut savoir qu'il y en a 2-3. Contrairement aux Imaginales ou aux Utopiales, les Aventuriales fait le choix, pour avoir discuté avec certaines de leurs organisatrices, fait le choix d'accorder leur prix qu'à des éditions indépendantes. Ah, ça c'est bien à savoir. Il n'y a pas de sélection, parce qu'ils ont ActuSF qui vient, ils ont des fois, il y a 2 ans, il y avait La Volte, il y avait... oui, donc il y a des grosses maisons il y a aussi Mu Édition, que j'aime beaucoup. Donc, il y a aussi des grosses maisons, mais eux, dans leur sélection, c'est que des éditions indépendantes. Ouais. Parce qu'ils partent du principe, et je trouve ça assez intelligent, de se dire, les grosses maisons, elles n'ont pas besoin de nous. Les auteurs dans les grosses maisons, ils ont assez de visibilité. En plus, ils s'attribuent les prix les uns entre les autres. Donc, ils n'ont pas besoin d'un petit salon comme les Aventuriales. Donc, les Aventuriales fait le choix de promouvoir que des titres qui sont issus de... Bonjour. Voilà. De toute façon, de manière générale, si on peut résumer, ne pas hésiter à aller dans des salons du livre, spécialiser si possible dans ce que vous écrivez, aller à la rencontre des auteurs et aussi surtout, préparez-vous à envoyer à des maisons d'édition indépendantes. En fait, restez pas bloqués sur le fait non, je vais être absolument édité par une grosse maison, parce que sinon vous risquez aussi de jamais être édité. Et ça va pas être forcément de dire vous n'êtes pas assez bon, quoi. C'est pas ça le propos. C'est comme tu le disais, c'est aussi une question de prise de risque de la part de maisons d'édition. Bonjour, bienvenue sur le stream. Alors j'en profite pour faire un aparté parce que tout à l'heure il y a une question que j'ai pas autorisée parce que alors c'est pas que j'ai pas autorisé la question, c'est que Twitch m'a demandé si je voulais que le commentaire soit mis puisqu'il avait repéré un mot qui passait pas forcément. Donc petit rappel, c'est pas non merci sur la réponse. La réponse c'est pas non merci. J'ai pas à être poli en fait sur la question qui a été posée. C'est non tout court et c'est non. Les questions sont pas là pour faire du trollage ou des trucs tordus en fait, juste tout simplement. Donc sur ça, voilà, je vais être très claire. Sinon, bienvenue, c'est pas du tout pour la personne qui vient d'arriver, je suis désolée. Bienvenue sur ce stream, on est avec Célia qui est donc romancière. C'est un nouvel épisode donc, d'une espèce d'émission, je vais dire ça comme ça, sur Dans la vie d'eux, où je m'entretiens du coup avec des personnes qui évoluent dans le monde de l'écriture. Donc là, en l'occurrence, Célia, elle, a publié 3 romans de 2 genres différents, donc ça aussi on en discutera sur le fait d'écrire dans différents genres. Donc si vous avez des questions à lui poser, qui sont des questions respectueuses et cohérentes et puis juste voilà, ou ça peut être aussi insolite, mais en tout cas des questions que vous pouvez vous poser sur le quotidien d'une romancière, et n'hésitez pas à les poser dans le chat et du coup on y répondra. Donc oui, ça c'était pour l'aparté sur aussi sur les salons, sur le fait d'aller à la rencontre de ces éditeurs-là. Alors j'ai pas regardé pour Dame. T'es dans la même maison d'édition? Oui, mais pas dans la même ligne éditoriale. Oui, c'est notre collection. Oui, parce que c'est vrai qu'on parlait des lignes éditoriales des maisons d'édition, qui était très important de vérifier la ligne éditoriale de la maison d'édition avant d'envoyer. Une maison d'édition peut avoir plusieurs lignes éditoriales, ce qui va se traduire par peut avoir plusieurs collections. C'est ça. C'est comme ça qu'ils les appellent. La collection fantasy, la collection polar, la collection
romance, Ouais. tout ce que vous pouvez imaginer. Mais du coup, effectivement, s'il y a une maison d'édition que vous aimez bien, si vous n'êtes pas sûr qu'elle fait le genre, parce que là, vous avez un exemple d'un livre qui n'est pas du tout dans le genre que vous écrivez, mais vous aimez bien la maison, allez regarder, parce que peut-être qu'il y a une collection qui correspond. De toute façon, globalement, littérature de l'imaginaire, il y a quand même pas mal de maisons, que ce soit des indépendantes et c'est vrai de plus en plus des indépendantes. Parce que maintenant que je m'en rends compte, je vois énormément passer de maisons d'édition indépendantes sur les littératures de l'imaginaire, parce qu'en littérature de l'imaginaire, sur les grandes maisons, on n'est plus sur de la traduction, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est quand même assez révélateur, je sais pas, mais assez curieux finalement. Finalement, les auteurs français qui arrivent à percer dans les grandes maisons, souvent on fait déjà un premier passage par des maisons plus indépendantes. Ouais, c'est ça. Donc on a parlé de ta duologie, terme utilisé haïtien, flux, puisque donc il y a 2 tomes. Il y a 2 tomes et tu as ensuite sorti une intégrale avec les 2 tomes. C'est le choix de la maison d'édition, c'est-à-dire Marathon a fait le choix de réunir, puisqu'il n'y a que 2 tomes et que ça se termine au terme des 2 tomes, a fait le choix de les réunir en un seul bouquin, donc c'est un gros bébé. Effectivement, ouais, vous pouvez le mais il y a 2 livres en un en fait, et c'est une exclusivité salon, donc si vous avez l'occasion de me rencontrer en salon, alors je fais essentiellement des salons sur l'Auvergne, puis de Dôme-Allier, mais cette année je bouge pas mal. La semaine prochaine, je suis en Corrèze, au salon du livre jeunesse de Malmort. En avril, je suis vers le Puy-en-Velay, à Arsac-en-Velay, donc Haute-Loire. Et en septembre, je suis à Pusignan, dans le 69. C'est vers Messieux. Ok, oui, ça y est, je suis en train de me dire ça me parle, j'arrivais plus à resituer. Cette année. Donc ça, c'est pour les salons un peu en dehors de l'Auvergne. Ok. Pourquoi je vois un truc d'ailleurs qui m'intéresse, je le dirais, mais pourquoi le choix finalement de réunir? Parce que surtout pour des plus petites maisons d'édition, souvent des gros livres comme ça veut dire se vendre plus cher, donc ils n'ont pas forcément l'assurance que ça fonctionne de ce point de vue-là. Oui et non, parce que en fait, il faut le savoir, statistiquement, un tome 2 se vend moins bien qu'un tome 1. C'est vrai. Et alors un tome 3 encore moins qu'un tome 2. Parce que les gens n'osent pas forcément tout acheter d'un coup, ils veulent d'abord lire le 1. Voilà, et souvent il peut y avoir donc de la désertion parce qu'on n'a pas aimé le 1, ou parce que simplement les gens passent à autre chose, tout simplement. Souvent ça peut être tout simplement ça, c'est-à-dire on passe à autre chose et du coup on n'achète pas le tome 2. Si tu es dans une petite maison indépendante, c'est-à-dire que tu n'es pas distribué dans toutes les librairies, donc s'ils veulent acheter la suite... Moi j'ai la chance que Marathon le soit. Ça c'est bien. Vous pouvez les trouver partout, dans n'importe quelle librairie, sur commande, il n'y a pas de souci. Sur commande. Mais parce que c'est un terme, c'est un problème de visibilité, mais on en revient à ce qu'on disait par rapport aux grandes maisons, c'est phagocyté, on va être clair, c'est phagocyté par des Gallimard, qui eux ont des équipes de commerciaux qui tournent dans toute la France, auprès des libraires, donc qui font du dumping, c'est même plus de la concurrence déloyale, c'est du dumping. Une maison indépendante, elle ne va pas avoir ces moyens-là. Donc, elle va essayer de se faire distribuer chez les libraires. Donc, elle va choisir des réseaux de distribution qui vont permettre à tous les libraires d'avoir accès à leurs livres. Mais ça ne veut pas dire que le libraire va connaître la maison et va connaître le livre. Donc, si vous ne le demandez pas, lui, il ne va pas dire tiens, on va commander ça, on va voir. Il y a des libraires qui s'intéressent à l'édition indépendante et qui la promeuvent vraiment. Mais ils ne sont pas tant que ça. Ils sont un peu débordés par tous les livres qui sortent tous les ans et par la place que prennent les grandes maisons. Et après, il faut aller le faire, mais en dépôt-vente. Donc, ça veut dire aller mettre ses livres en librairie et on touche que quand ils sont vendus ou quoi. Toutes les maisons d'édition ne veulent pas forcément le faire. Et tous les libraires l'acceptent pas. Tous les libraires ne l'acceptent pas. Et souvent, ça veut aussi dire que c'est à l'auteur général de faire la démarche. Regardez quand même, parce que Marathon, typiquement, ne fait pas de dépôt-vente. Ils sont dans le même circuit qu'un Gallimard. Voilà, il y a des maisons qui ont fait le choix. J'en ai pas d'autres en tête, mais je sais qu'il y en a qui le font un peu. Moi, je sais il y en a qui le font, il y en a plein. C'était distribué par Hachette. Voilà, donc il y en a qui passent par le circuit Hachette. Mais il fallait le commander, et c'est bête, mais même quelqu'un qui aurait adoré le tome 1, de faire la démarche de commander, même si c'est disponible dans n'importe quelle librairie, ça veut dire faire une démarche 2. Voilà. Et on n'a pas le livre là comme ça, ou aller voir le salon, mais tu ne peux pas forcément aller voir le salon. Alors que l'intérêt donc du coup de faire une intégrale quand ça reste jouable, c'est-à-dire quand le tome est gros, mais enfin bon, c'est quand même 25,90, on en trouve plein. On est à 20. Moi je lis 25,90. Non mais ça c'est un vieux que j'ai. Ah, c'est un vieux, pardon. Vous êtes à combien du coup? 27,90. Augmentation des matières premières, j'imagine, du papier.
27,90 quand on Pour va 2 aujourd'hui pour 2 livres, en sachant qu'aujourd'hui on a des livres qui sont pour un tome. Ça ce sont des fait suites un qui peu font moins le de même prix, 14 hein. € le tome en fait, donc Ouais. ce qui reste très raisonnable. Non, et puis aujourd'hui, on va à la Fnac, on va dans ce genre de Ah oui. trucs et on a des livres pour le même prix. Et par contre, il y a les autres tomes qui suivent Ah derrière oui. aussi. Hein, Un donc, livre aujourd'hui, c'est entre 21 et 25 €, hein, j'ai vu avec l'augmentation. Hein. Ouais. Facile. Hein. Globalement. Un livre classique, quoi. Oui, Hein. livre. Parce qu'on a. Alors, Là, il y peut-être en a un peu 2. plus petit, même d'ailleurs que ça, sur des premiers tomes ou quoi, dans des grosses maisons qui vont être quasi sur les mêmes prix, Ouais, effectivement. Donc là, c'est vraiment un choix de la maison d'édition pour permettre en fait que le lecteur ait tout de suite les 2 tomes sous le coude en fait et qu'il ait l'ensemble de l'histoire. Voilà. Ça fonctionne, tu sais si ça fonctionne bien du coup? Moi, en salon, aujourd'hui, en fait, c'est bête, mais les gens vont me dire finalement, je vous prends les 2 tomes, comme ça, je les aurai. C'est sûr qu'en salon, quitte à voir l'un ou l'autre et voir ça, oui, je pense que je me dis pareil. Tout Je à me fait. dis, tant qu'à faire, Alors, j'aurai les deux, c'est quoi. vrai que ça reste une exclue salon, mais donc les autres, vous pouvez les commander en librairie. Pourquoi ce choix d'ailleurs de faire exclu salon pour la duologie? C'est aussi une question financière. Ouais. Pour permettre d'avoir une attractivité sur les salons. Ça, c'est bien. Aussi. Tout le monde n'y pense pas. C'est-à-dire que pour le coup, c'est plus intéressant pour vous de venir me rencontrer. C'est ça. que de commander une librairie. Voilà. En plus. Et il y a aussi une question de moyen d'intermédiaire en fait sur le marché, sur la chaîne du livre. Et plus l'éditeur peut se permettre de tirer des prix intéressants pour les lecteurs. Ouais. Voilà. Et ensuite, on a Dame. Et après, il y a Dame. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Alors, on pouvait le comprendre dans ce que tu expliquais tout à l'heure, mais Flux, donc, on est plutôt sur un genre dystopique, même complètement. C'est de la dystopie. Dame, on est sur un polar. Moi, là, déjà, tout de suite, la question qui me vient, c'est... ça t'est venu comment? Enfin, ça a été naturel, le fait de changer de genre comme ça? Parce que c'est vrai que souvent... on a tendance à un peu rester dans le même genre. Tu me diras, la dystopie, c'est aussi particulier. Donc, c'est vrai que si tu écris toutes les dystopies, je pense qu'à la fin, tu finis un peu déprimé quand même. mais du coup, comment c'est venu? Pourquoi le polar? Comment ça s'est fait? J'ai pas choisi le polar. En fait, c'est plus le polar qui m'a choisi par rapport à ce que je voulais raconter. Ok. Je le dirais comme ça. J'ai écrit, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai écrit Flux pour ma fille. Donc avec un cahier des charges, mais aussi donc avec... qui met le cahier des charges à 13 ans, quoi. Avec aussi l'optique que le livre devait être accessible aux 12-13 ans. Ouais. Donc oui, Flux est accessible à partir des 12-13 ans. Ce qui impliquait pour moi, en termes d'écriture, une certaine contrainte. Ça peut paraître bête, mais pour moi, c'était une contrainte. C'est-à-dire, je devais faire attention à mes tournures de phrases, je devais faire attention à mon vocabulaire, qu'il ne soit pas trop élevé. Ah oui, c'était complètement une contrainte. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et je ne me suis pas sentie libre, en fait, de m'exprimer comme je le voulais dans cette écriture. Ok. Et comme j'avais bien aimé l'écriture quand même d'un roman, je me suis dit, bon, cette fois, j'y vais pour moi. Je me fais plaisir. Donc, il y a eu le fait de me dire, j'ai envie d'écrire pour les adultes cette fois. Ouais. Et il y avait un truc qui m'éclatait absolument, c'est que moi, alors, Dame se passe à Ambert, enfin aux alentours d'Ambert. Ouais. C'est une ville que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand oui. même. C'est vraiment la ruralité du Puy-de-Dôme. C'est le Livradois, en fait. On est à 1 heure de Clermont, 1 heure de Saint-Étienne. C'est vraiment un coin hyper boisé. C'est vraiment la ruralité puy-de-dômoise, vraiment. Et c'est un coin que je connais très bien. Et j'avais envie de mettre du vaudou à Ambert. Oui, parce que... comme ça paraît surprenant. Je vais lire le petit résumé quand même, hein, vous allez peut-être comprendre. La vie d'Aliénor est faite de pierres qui roulent sur son chemin et de branches qui cassent. La découverte d'un corps sur un sentier de promenade va pousser la jeune femme à se battre avec et contre ses fantômes pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé. Au cœur du Livradois, plongé dans l'enquête d'Aliénor, accompagnée de Baron Samedi, le dieu vaudou des morts, et de Minou, le fidèle chien de sa sœur Mathilde, elle découvrira la vérité. Alors c'est vrai que même là, on voit le dieu des vaudous des morts. Pourquoi? Alors, à la base, je voulais mettre du vaudou à Ambert parce que c'était tellement antinomique que ça m'éclatait de faire rencontrer ces deux univers, mais qui étaient... qui n'avaient rien à voir, quoi. Qui avaient rien à voir, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis dit, oui, mais j'ai pas envie de faire un grand n'importe quoi. Le but, c'est pas de mettre du vaudou à Ambert juste pour le plaisir de mettre du vaudou à Ambert. Pourquoi pas? Oui, aussi. Mais en l'occurrence, c'était pas ce que je voulais. Et je me suis dit, faut que j'ai une histoire qui soit crédible, qu'on ait envie de lire. Pourquoi du vaudou à Ambert, en fait? Et le polar répondait à ça. Le fait de partir sur une enquête, ça répondait à ça. C'est-à-dire comment faire entrer le Bénin. Parce que c'est pas le vaudou... Alors, Baron Samedi est issu du vaudou caribéen, qui est donc un
quand l'esclavagisme en fait a drainé ces populations, la diaspora béninoise en fait du côté des Caraïbes, ils ont emporté avec eux leur culture qui s'est confrontée à la culture locale. Et ça a donné le vaudou hollywoodien qu'on connaît, qui est le vaudou caribéen. Mais en fait, je me suis intéressée au vaudou béninois, qui est donc, excusez-moi, le vaudou de base, la culture de base en fait du vaudou. Et en gros, c'était comment amener le Bénin à Ambert. Ouais. C'était vraiment ça. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous lirez le livre si vous voulez, mais le polar, du coup, répondait, enfin, l'enquête. Alors, pourquoi je dis un polar? Parce qu'on n'est pas sur ces polars, ces thrillers d'enquête là qu'on trouve, c'est la grande mode en ce moment, là, les Chatham, les Tillet, où c'est presque hyper hémoglobine en fait, très violent, très dur. Et moi j'avais un peu la nostalgie de ces polars des années 60-70 avec les manchettes, les premiers Frédéric Dard, qui étaient des enquêtes sombres, mais pas nécessairement d'une extrême violence en fait. C'était l'ambiance, c'était peut-être là où on fait la différence entre polar et thriller, peut-être, non? Peut-être, oui. Encore qu'aujourd'hui, ça se confond un peu. Mais ouais, c'est pour ça, mais alors, là, pour le coup, c'est vraiment sans aucune recherche que je dis ça, mais pour moi, thriller va avoir un côté un peu plus rude, un peu plus angoissant et un peu plus hémoglobine aussi potentiellement que le polar, où pour moi, je le vois vraiment comme c'est l'enquête. On est dans une enquête, alors on reste dans une ambiance sombre, mais c'est vraiment l'enquête qui est important, pas le fait de mettre forcément dans une situation de stress ou d'angoisse le lecteur, qui est mais pour moi malgré plus le tout, thriller. si tu as lu un peu des enquêtes de ces... Alors, c'est ceux qui ont le vent en poupe, hein, de ces auteurs nordistes, là, qui viennent du froid. C'est Millennium. Alors, j'avoue que j'ai pas fait des autres. Voilà, bon, Millennium, c'est un peu encore autre chose parce qu'on tourne autour de l'histoire d'un personnage, d'un des personnages principaux. Oui. Mais je pensais à John Esbo, par exemple, ou à Naldur Idrinson. Il y a quand même, ne serait-ce que par exemple autour de la découverte du corps, où des fois il y a quand même quelque chose d'assez... Oui. Voilà. Bon, pas tous, parce que j'en ai lu effectivement qui étaient un peu plus cool, mais voilà. Moi, en dehors du fait, alors le cadavre qu'elle va découvrir, en fait, Aliénor, c'est un cadavre d'enfant. J'allais dire, c'est la seule chose vraiment qui va être extrêmement dramatique et peut-être un peu dure, mais on s'en tient là. Ouais. Après, le reste, effectivement, elle va découvrir au fur et à mesure. Bon, peut-être aussi, moi, c'est pas ma tasse de thé aussi, les choses hyper violentes, donc c'est pour ça que j'y suis pas allée. Je sais que ça ne plaît pas à tous les lecteurs. Et puis, on va en revenir aussi à cette histoire de ligne éditoriale dont on parlait tout à l'heure, puisque, comme tu l'as souligné, Dame a été quand même publiée chez Marathon, qui est pourtant spécialisée dans la littérature jeune adulte. Ok. D'accord. Ouais. Et en fait, la réponse que m'a fait Marathon, donc il est chez Marathon Noir, donc c'est leur collection enquête. Voilà. C'est leur collection enquête polar. Ils ont aussi une collection Marathon Blanc, qui est donc tout ce qui va être plutôt... Alors, c'est pas romance au sens stricto sensu du terme, c'est plutôt des histoires d'amour autour de la vie adolescente, par exemple. Je citais Nos étoiles contraires, tu vois, pour ceux qui connaissent, ben, c'est un peu ça. D'ailleurs, ils ont fait un appel à texte récemment, Marathon. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer vos manuscrits, et Marathon Blanc et Marathon Classique. Ouais, on va faire une aparté après sur les appels à texte, effectivement. Et donc, là, l'éditrice l'a lu, elle a adoré. Elle m'a dit, mais moi j'adore, je veux pouvoir le publier. Donc, chez Marathon Noir, du coup, ça collait. Et elle est partie du principe que du fait qu'il ne soit pas hyper violent et qu'il n'y ait pas trop d'hémoglobine ou quoi, ou de sujets tendancieux, il était accessible à partir des 15 ans. Ce qui est vrai. De toute façon, des fois, quand on me demande dans le salon, c'est à partir de quel âge, je fais, en fait, c'est à partir de ceux qui aiment le genre. Des fois, c'est tout simplement ça. À partir du moment, comme tu le dis, où il n'y a pas des sujets tendancieux, où il n'y a pas une violence extrême ou un truc vraiment perturbant, tout le monde peut le lire, en fait. Voilà, donc il est adressé aux adultes, mais à partir de 15 ans, c'est sans problème. Alors, pourquoi pas les 12 ans pour le coup, par rapport à... parce que, déjà, le personnage est alcoolique, et puis il va y avoir un niveau d'écriture qui va être un peu plus recherché, un peu plus fouillé que pour Flux, donc ça peut être compliqué des fois pour des jeunes lecteurs d'avoir la culture pour... s'ils bloquent tous les paragraphes sur un mot, ça peut être problématique. Et 12 ans, très gros lecteur.
Ah, il y a des sujets un petit peu compliqués. C'est Ouais. difficile de comprendre parce que je fais pas l'éloge de l'alcoolisme, mais j'explique un peu les mécanismes de l'addiction et Ok. Oui, il du y a coup, des choses faut... auxquelles à Ouais. 12 ans, on peut Ça leur peut laisser un être... peu le temps, quoi. Enfin, je veux dire, ils y seront confrontés, ok, mais on peut leur C'est-à-dire que laisser un si peu à de temps. 12 ans, on comprend tout et ça nous parle, c'est que ça doit pas être Bah, évident. c'est que papa, il doit pas boire que de l'eau à table, ou maman? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, Non, bon, je caricature du un petit coup, peu, j'exagère. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des gamins de 12 ans qui peuvent le lire. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait lire au mien, hein. C'est un gros ouais, lecteur, mon loulou, il a 13 ans, autant il a lu les flux. Autant je lui ai dit pour dame, attends encore un peu parce que, ouais. voilà, il y a des sujets, puis bon, c'est la mort d'un enfant, voilà, Ouais, puis c'est... des fois, s'il y a une lecture qu'on vit pas forcément bien en grandissant, dans le sens où ça a été dur, ou pour plein de raisons. Moi, je sais que j'avais bloqué sur, et je regarde dans ma bibliothèque, ah voilà, David Gibbons, je suis en train de le voir là. Je sais pas si tu connais David Gibbons. Mm. Moi, j'en avais acheté un premier parce que c'est que des trucs qui vont. En fait, il y a un. C'est un truc d'archéologie. Le personnage principal, ça va être de l'archéologie, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus, mais c'est ce que j'en ai retenu. Et du coup, ça va toujours toucher à une découverte qui va être liée à des mythologies. Et moi, j'adore ça. Ah oui. Et du coup, je sais plus ce que c'est. Je me demande si c'était pas Atlantis le premier, effectivement. Donc déjà, moi, avec le titre, c'est bon, tu m'as déjà vendu. Et en fait, super dur à lire parce que très technique. Ouais. Et je l'ai lu, je devais être ouais, ado. Et ado, ouais, 15-16 ans. Donc en plus, pas non plus toute jeune. J'ai quand même acheté d'autres. À chaque fois que je trouve des David Gibbons, je les achète. Je les ai toujours pas lus. Moi, de toute façon, j'ai des années de retard sur mes lectures. Mais je les ai toujours pas lus parce que j'ai toujours cette petite appréhension. Alors qu'aujourd'hui, bon, avec 10-15 ans de plus, je veux dire, ouais, je peux les lire sans problème. Les côtés techniques, je suis sûre que ce sera moins un problème. Mais ouais, j'ai toujours ce petit blocage de Ouais. dire la lecture avait été difficile, ne serait-ce que pour cet aspect-là, Et dans puis, l'écriture pure. Alors moi, je suis un peu... Bon, peut-être parce que je suis maman, mais je me dis, on a le temps de devenir Ouais, adulte, surtout sur quoi. des sujets comme ça, ouais. On a le temps. Il y a tellement de livres qui sortent pour les jeunes. Là, je veux dire, c'est con d'aller absolument se confronter à des difficultés quand il n'y Ouais, a pas besoin, quand il y a des trucs super absolument pour autant chaque attendre un âge, peu, quoi. quoi. Il le lira forcément, mais plus Oui, tard. oui, voilà. C'est Mais ça. chaque chose en son temps. On a le temps. Il a Ouais, toute la vie pour lire, donc... c'est ça. Et donc du coup Marathon Noir, ça collait bien, et Ouais. elle s'est dit, ouais, pour 15 ans, ça marche. Voilà. Bon, bah, au C'est vrai que j'ai final, pas trop cherché une maison d'édition, du coup, pour Dame. après, si t'étais satisfaite Je en plus crois de que... la tienne et Ouais. que ça collait comme ça, tant J'ai qu'à puis faire. bon comme je changeais de genre aussi, j'avais un peu peur aussi de me confronter à d'autres maisons pour regard. Oui, ouais. Donc voilà, c'était plus une appréhension personnelle. Mais du coup, je me suis dit ben allez, je tente chez Marathon, elle me dira elle ce qu'elle en pense, comme j'ai bon maintenant une bonne relation avec mon Ouais. éditrice. Donc c'était intéressant aussi d'avoir son regard et là ouais, c'était chouette parce que le retour qu'elle m'en a fait Ouais. moi ça m'a permis de me dire allez hop, je me lance dans autre chose, j'essaye autre chose et go, quoi. Elle publie combien de livres à l'année chez Marathon? À l'année, alors je sais pas, je sais que là il y en a 2 qui arrivent. Je crois qu'elle en sort 2 tous les 2-3 mois, à peu Oui. près. Ouais, donc un bon rythme quand même, Ouais, il y a effectivement. un bon rythme de publication. Et ceux qu'elle publie, c'est ceux qui ont été bien relus, bien travaillés. Enfin, je veux dire, si elle dit OK, c'est OK, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, là, il y a une autre autrice auvergnate là, qui va être publiée bientôt. Je crois que c'est en avril qui sort le sien. Praesidia, Céline Saint-Charles. Oui, ok. Ouais, voilà, D'accord. qui va sortir chez Marathon. Parce que aussi. Marathon est basé où? Alors, ils étaient à Marseille, puis là, ils ont déménagé en Bretagne. Ah, oula. J'ai envie de changer de... Donc, c'est pour ça que j'ai une autre autrice auvergnate, parce Ouais. qu'en fait, on Oui, est il y avait- des 4 coins de France et de Navarre. Hein. Ouais, Il y a c'est des ça. Parisiens, il y a des Marseillais, il y Ouais, mais ça a a un côté. Grenobloise. Il y a... Jeanne, elle est de... Alors, Jeanne, elle est de Bretagne, c'est une vraie Ouais. Bretonne, elle est franco-bretonne. Alors, je me permets de dire franco-bretonne, pas que les Bretons ne soient pas français, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais elle parle le breton couramment, enfin, je veux dire, Ouais. elle est vraiment imprégnée de la culture bretonne. Mais par exemple, il y a Nadine de Bertolis, donc, dont je parlais, qui est aussi éditée chez Magnard, Ouais. qui habitait Roanne et qui maintenant habite Mâcon. Enfin voilà, on est vraiment, il publie vraiment toute la France, quoi. Et alors, ce qui va amener à l'autre question, déjà, c'est vrai que c'est cool d'avoir des auteurs d'une même maison d'édition que soit dans le coin, parce que bah, rien que sur les salons, quoi. Ouais, on Et se puis ça donne partage plus sur de les poids salons. aussi, Ouais, des fois. ouais, Parce que bien tu sûr. parlais des aventuriels qui prenaient pas trop On d'auteurs est indépendants, d'accord. ils en ont 2 ou 3. Bah, Pusignan, typiquement, c'est Marathon qui m'a inscrit, qui nous a inscrit. On est 2 autrices Et à ouais, aller à c'est Pusignan. ça. Voilà. Oui, parce que, alors, quand je dis auteur indépendant en parlant des aventuriels, c'est que si par exemple, tu es publié à compte d'éditeur, tu es dans une maison d'édition, mais que tu vas être tout seul, ils vont te considérer comme auteur Et oui. indépendant aux aventuriels. Ouais. Et donc, du coup, ils ont 2 ou 3 places.
Donc, autant dire que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Alors que là, typiquement, avec le fait que vous soyez deux... c'est Marathon Édition qui est inscrit. Ouais. Et après, Marathon dit quels sont les auteurs qui seraient disponibles. Donc, moi, comme je suis sur place, j'ai la chance du coup de pouvoir y participer tout le week-end. Mais cette année, on était 4 auteurs. C'est cool, donc, il y avait Nadine, qui était venue de Mâcon. Elle était venue en famille, en plus, avec ses enfants, parce que c'est vrai que c'est un week-end sympa, les Aventuriales. Il y a plein d'activités, même pour les enfants. Il y avait Muriel Fervada, qui est cantalienne. Il y avait Philippe Aurel, il est d'où Philippe qui travaille aussi pour Noir d'Absinthe, la maison d'édition. Et il y avait moi, donc on était 4. Ouais, donc et on tourne chaque année, ceux qui veulent, qui peuvent venir, viennent sur le stand Marathon. Comment ça se passe du coup? Parce que tu l'as dit, Marathon a des auteurs à travers toute la France. En termes de communication, de promotion, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as une grosse part de boulot à faire, en sachant que normalement, sur le papier, c'est le boulot de la maison d'édition de faire ce travail-là, mais maintenant, dans la réalité, on va pas se mentir, d'autant plus quand c'est une plus petite structure, c'est souvent l'auteur en fait qui fait les démarches et tout, parfois trop, parce que moi ça a été mon cas, mais je sais qu'il y a eu d'autres auteurs, c'est le cas, où tu pètes un câble parce que tu te retrouves à faire le boulot de l'éditeur sur des trucs comme ça. Et autant des fois, tu le fais avec grand plaisir, autant quand ça devient trop pesant, t'en as juste marre. Comment ça se passe du coup chez Marathon? Alors chez Marathon, c'est un peu, j'allais dire, du moite-moite. Dans le sens où ça reste une petite maison, ils se démènent énormément pour essayer de faire valoir leurs auteurs, mais qui se retrouvent confrontés au terrain, à la réalité de terrain. Quand vous allez en librairie et qu'on vous dit qui Marathon, mais on ne connaît pas, non, nous on a le dernier de chez Gallimard et de chez Thierry Magnier qui est sorti, c'est le prix des incorruptibles, voilà, on ne fait pas le poids, quoi. Donc ils ont un réseau de distribution qui fait le tour des librairies de France pour essayer de présenter les livres. Ils s'inscrivent en tant que maison d'édition à certains salons ouverts aux maisons d'édition. Donc, je citais les Aventuriales, Pusignan. Là, ils font... en Bretagne, là, il y a un truc, il y a la 29e édition des... j'ai avalé le nom, mais c'est un gros salon aussi de l'imaginaire SF qu'ils font, là. Voilà, donc ça, ils demandent combien d'auteurs peuvent être disponibles. Donc, j'allais dire, c'est eux qui nous inscrivent, pour le coup. Donc, à nous de répondre. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vivement conseillé de pouvoir se rendre disponible. Quand on sort un livre, en général, ils essayent de faire le tour des librairies du lieu de résidence de l'auteur pour essayer de lui caler des séances de dédicaces. Oui, ça c'est cool. Alors, ça marche pas toujours. Ah bah non, mais ça, moi, pour Dame, je crois que j'ai eu 3 librairies qui ont dit OK. Oui, mais c'est pas la faute de ta maison d'édition. Non, ils essayent. C'est-à-dire, après, si vous avez des pistes, moi, je sais qu'à Florent, je lui dis, tiens, essaye là, voir si ça marche. Oui, puis si tu as des contacts, en tant qu'à faire, c'est marcher tes contacts. Donc voilà, si j'entends parler d'un gros salon, par exemple, je lui dis, tiens, est-ce que Marathon peut s'inscrire? Parce que moi, ça m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est pour la part Marathon. Et après, il n'y a pas de secret, il y a ta part à toi. C'est-à-dire, on est tous dans la même logique. C'est-à-dire, il y a un moment où il faut que... Alors, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça pour le faire, mais moi, je le conseille vivement. Quand on peut, s'inscrire à des petits salons locaux pour rencontrer son public et présenter soi-même son livre, parce qu'il n'y a pas meilleur vendeur que l'auteur qui a écrit le livre, c'est clair. Essayer de participer quand on peut à des activités aussi ou des moments de partage avec d'autres auteurs, y compris parce que ça peut attirer un certain public aussi. Faut pas vivre les autres auteurs comme des concurrents déjà. Si c'est pas ce moment-là où vous vendez votre livre et que c'est l'autre qui l'a vendu, la prochaine fois ce sera l'inverse. Et il y a pas voilà, c'est vrai qu'on est nombreux, mais finalement l'entraide c'est ce qui fonctionne le plus, y compris dans ce milieu-là. Avec Cristal, des fois on vend ce que j'ai retenu le pitch de son éditrice, donc du coup je présente son livre pour elle et elle présente le mien pour moi, et des fois ça marche mieux parce qu'on arrive mieux à s'exprimer sur celui de l'autre. Mais oui, tu as raison et de puis, dire ça. Du coup, si vous avez un bon contact avec les auteurs, et quand il y a un petit salon nouveau qui commence ou que c'est difficile d'y entrer quand on est tout seul, tel auteur va vous dire « Ah, mais moi, attends, j'ai les coordonnées de telle personne. » Voilà. Ça marche. Et puis, les petits événements. Après, moi, je sais que j'ai un travail à côté qui me permet de vivre, en fait. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je ne pas de mes bouquins. Et certains auteurs vivent de leurs livres.
Donc, j'essaye de ne pas marcher sur les plates-bandes de ceux qui en ont besoin pour vivre, à savoir que moi, je ne me fais pas rémunérer pour certaines actions culturelles, mais du coup, je vais les limiter en termes de nombre. C'est-à-dire, je vais en faire 1, 2 par an. Parce que là, t'en connais, toi, des auteurs qui sont sur des plus petites structures et qui vivent de leurs écrits? Oui. Ils y arrivent ou c'est... C'est compliqué. Ouais, voilà. Okay. Mais du coup, ils sont payés les ateliers d'écriture, ils sont payés leurs interventions, et c'est normal. Ce qui est normalement c'est normal. censé être le cas. Moi, je le critique pas. C'est tout travail mérite salaire, et pour moi, c'est normal. C'est-à-dire que même les dédicaces, en réalité, on est censé être payé, et ça, c'est quelque chose qu'on nous dit pas aussi. Après, le problème, il est que on est tellement nombreux que si on veut se faire connaître un peu, on est aussi obligé de faire du bénévolat. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas trop de choix. Célia Barrère, ça fait pas vendre. Donc, il faut que j'y aille. Et si je veux arriver à vendre, faut que j'accepte de le faire sur mon temps libre, sur mon temps disponible. Et voilà. Et peut-être qu'un jour, mon nom et peut-être ce que j'écris sera suffisamment promoteur de notoriété pour que je puisse me faire payer sur ce que je fais. Typiquement, chez Marathon, je parlais de Nadine. Nadine, aujourd'hui, elle vit de ses écrits. Mais elle est aussi publiée dans des grosses maisons et tout ce que tu dis. Oui, tout à fait. Vrai que, mais par exemple, chez Lito, elle m'expliquait que Lito, il la paye d'avance pour les textes qu'elle va faire parce qu'il lui passe des commandes. Alors, on en parlait avec Mathieu, qui était donc mon dernier invité sur l'émission, qui lui donc a été publié chez Grasset. Alors, lui, c'est semi-particulier dans le sens où il est co-auteur, il a raconté la vie d'une personne, ils sont 2 noms du coup inscrits, donc ils se sont divisés en 2 les droits d'auteur. Par contre, c'est une grande maison d'édition, il a eu une avance sur vente, donc, avant même qu'il ait fini d'écrire son roman. Oui, parce que c'était une commande. Voilà, donc ce qui veut dire que... Alors en fait, ça n'a pas été une commande celui-ci, parce que le tout premier, il l'a présenté à la maison, qui a dit « Ok Banco », qui du coup lui ont fait une avance, donc ce qui veut dire que pendant qu'il écrivait, il avait touché un salaire, donc déjà ça aide aussi de se dire que je suis en train d'écrire, j'ai touché de l'argent. Le deuxième, parce qu'il a publié un autre, ça a été une commande, et là il a eu encore une commande de Grasset, donc pareil, à chaque fois il y a effectivement une avance, etc. Et c'est pas pareil, et c'est vrai que ce fonctionnement-là, c'est plus les grandes maisons qui peuvent se permettre de l'avoir, parce qu'ils ont ou les maisons qui s'attachent à 1 ou 2 auteurs et qui du coup fonctionnent avec. Mais il faut qu'ils aient de la trésorerie aussi. Et après, j'ai rencontré moi d'autres auteurs qui ne sont pas affiliés nécessairement à des grandes maisons, mais de par leur activité, la multiplication en fait de leurs interventions, vont être alors je sais pas quel statut ils ont, auteur-entrepreneur, je pense. Alors, il y a un statut artiste-auteur auprès de l'URSSAF. Artiste-auteur, voilà, c'était ça. Je cherchais le terme. En fait, on y est automatiquement déclaré à partir du moment où alors moi, je le suis aussi, mais je ne gagne pas assez en droit d'auteur pour que ça m'ouvre des droits. C'est ça. Mais effectivement, on l'est systématiquement dès qu'on passe par une maison d'édition, donc c'est mon cas, j'y suis aussi. Mais là, en l'occurrence, la personne à laquelle je pense, elle se fait rémunérer pour chaque intervention qu'elle fait, quelle qu'elle soit. Donc, du coup, c'est comme ça qu'elle se crée un revenu qui lui permet d'en vivre. Donc, moi, c'est pas... je ne veux pas me retrouver à empêcher les gens de subvenir à leurs besoins. En même temps, j'ai aussi envie de faire connaître ce que j'écris, ce que je fais. Donc, j'essaye de trouver un compromis. Et le compromis que j'ai trouvé, c'est participer au Salon du Livre, parce que ça, que ce soit notre rémunération ou pas, vous pouvez participer, n'importe qui peut participer au Salon du Livre. Et sur les actions qui sont autres, je les limite. Voilà. Et alors, je t'explique pourquoi je vais te poser la question avant de la poser. J'avais croisé en salon, sur les Imaginales d'ailleurs. J'ai fait une fois les Imaginales en tant qu'auteur, et j'avais croisé une autrice qui... Enfin, je dis auteure pour ça, voilà, mais j'en avais croisé une consoeur, du coup, qui, elle, se disait pas vraiment auteur. Elle disait « Oh, mais moi, j'écris, c'est un hobby ». Elle était publiée, etc., mais elle te... ça m'avait un peu chagrinée. Il y a un gros syndrome de l'imposture, là, quand même. Alors, même pas tant, parce que, en fait, elle te disait vraiment juste que c'était sur son temps libre, ça l'amusait, elle écrivait, donc c'était même pas une manière... C'était une dame d'un certain âge, et c'était même pas dit d'une manière je suis pas assez bonne pour me dire auteur, c'était vraiment pas tourné comme ça, c'était vraiment plus de dire c'est un hobby. C'est pour ça que ça m'avait un petit peu chiffonné, parce que tu te dis, c'est pas super pour tous les autres, en fait. Donc, c'est la question que j'allais te poser, parce que tu disais que toi, tu essaies de limiter pour pas enlever le pain de la bouche, entre guillemets, de ceux qui aimeraient en vivre, etc. Mais
tu considères quand même que c'est ton métier, en fait, d'être Non. romancière ou pas? Non, c'est pas mon métier parce que je n'en vis pas. Alors, on en vient du coup à ce débat-là. Est-ce que le métier, c'est forcément, Oui, pour moi, pour oui. dire que c'est un métier, il faut forcément vivre pour toi? Pour moi, oui. Et d'ailleurs, j'en avais discuté avec une artiste dans le sud de la France qui, elle, fait de la peinture, etc. Et qui considérait que c'était son métier parce que c'était son revenu. Ouais. Alors, est-ce qu'elle en vit? Qu'est-ce que Ouais. tu appelles en vivre? Est-ce que ça nourrit? Bon, ça remplissait son frigo et payait son loyer, quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'est pas ça qui remplit mon frigo et paye mon loyer, donc ce n'est pas mon métier. Ok. Est-ce que tu te présentes quand même en tant que romancière ou même pas? Si, quand je vends mes livres, je suis autrice. Donc quelque part... Mais quand je fais mon boulot, mon autre métier, Ouais. je ne suis pas autrice. Oui. Oui, bah évidemment. Bah, Ça, mais non, donc pour toi, ça, c'est pas un ah bah métier. je reste Alors, tu autrice, considères que tu j'ai écrit des qualifies livres, comment? Ouais. effectivement, mais c'est pas mon métier. Ouais. Ok. Comment tu le vois du coup, toi? Moi, pour le moment, je le vois plus comme une passion, comme je ferais un sport, etc. Parce que ça Ok. me coûte plus cher l'investissement que je mets dedans que le pognon que j'en tire, hein, on va être très honnête. Ouais. La balance n'est pas du tout équilibrée, hein. Ah ouais. Donc, je ferais un sport, je sais pas, je ferais du ski par exemple, il faudrait que j'investisse sur des skis, il faudrait que j'investisse sur des séjours à la montagne pour m'entraîner, voilà. Bah, là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire la table dans un salon, ça se paye. Donc tu fais 2 salons par mois, tu fais le calcul au bout de ce que ça te coûte à la fin de l'année. Quand tu vois ce que tu reçois en droit d'auteur et ce que ça te coûte, les trajets, les tables, ben non, tu peux pas dire c'est un métier. Enfin, je veux dire, c'est pas un métier à partir du moment où tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Bah, tu vois, c'est là où moi, effectivement, j'ai pas du tout cette vision-là. C'est que ça reste un métier où, bah, quand tu es en salon, bah, tu travailles à vendre ton livre, en fait, finalement. Alors, tu viens rencontrer les... Oui, c'est... le nez un peu bouché, le chien, faut pas s'inquiéter. Tu rencontres tes lecteurs, etc. Mais tu es là pour vendre ton livre, en fait, on va pas se mentir aussi. Mais comme tu le dis, ne serait-ce que pour essayer de rembourser le coût de la table au salon, etc. Mais c'est pas un week-end plaisir non plus, dans le sens où c'est moi, pas comme si tu te faisais un week-end au ski, tu vois. Bah, pour moi, si, hein, franchement. Ouais. Ouais, moi, c'est un bon moment, hein, parce que même si je vends pas de livres, c'est pas j'y ce que vais pour je le dis. Je dis pas que plaisir, c'est hein. un mauvais moment ou quoi, mais pour moi, quand bien même je veux toujours le voir comme un bon moment, ça reste Mais c'est un week-end je vais te dire pourquoi travail, je entre guillemets. considère que finalement, c'est si tu arrives à en vivre ou pas qui fait la différence entre le métier et amateur. C'est un peu comme si tu me disais, bah moi je cuisine, j'adore cuisiner. Et je fais des banquets, j'organise des banquets pour mes proches, pour des gens que j'aime bien. Et puis, je suis cuisinière. J'ai un diplôme, c'est mon boulot. Chaque fois que je fais un truc, voilà. Moi, je peux faire de la cuisine. Avec un bon livre de recettes, je peux très bien, super bien cuisiner. C'est pas la même chose qu'un cuisinier. De la même manière que tu peux peindre un tableau, le peindre très très bien, tu peux avoir un certain talent. Mais à partir du moment où tu ne peins pas pour aller le vendre parce que ça paye ton loyer, pour moi, je considère que c'est la différence entre l'amateur et le métier. Ouais, mais là Et j'en suis un peu là pour moi, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, là où je suis pas d'accord pour le coup, c'est le côté de dire oui, mais t'es quand même, certes pas assez, mais payé par une maison d'édition. T'as une maison d'édition derrière toi et t'as choisi toi. Du coup, est-ce qu'on peut se qualifier d'amateur à partir du moment où bah, t'as une maison qui choisit de te publier, qui te paye pour le travail du coup que t'as fourni dessus? Est-ce que ça veut dire que tu t'écris pas juste pour ton plaisir du dimanche après-midi, du coup, à partir de là? Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'écris pas parce que t'as une contrainte. Ceux qui se font comme ton collègue qui a reçu une avance, lui, je considère que c'est son métier, maintenant. Eh ben non. Parce qu'il est payé pour. Oui, c'est son métier, mais pas que. Il en vit pas. Ah, mais il est peut-être multicarte. Oui, puis il en vit pas. Même, même dans une grande maison, même avec 9000 exemplaires Nadine, par vendus, exemple, elle en vit vit aujourd'hui, pas. ça lui paye son loyer. Ouais. Donc, elle considère que c'est son métier, et à juste titre. Je veux dire, pour moi, ça me semble effectivement... Okay. Le jour où mes revenus seront suffisants pour me dire ça peut me payer mon loyer, même si c'est pas suffisant pour me payer mon loyer, je me dirais, ah bah peut-être que j'ai 2 métiers finalement. Mais aujourd'hui, non, je peux pas considérer que j'ai 2 métiers, c'est pas possible. Ouais. Pas au vu du chèque que je touche à la fin d'année, quoi. Ouais, c'est sûr. Et pour autant, alors justement, on va en venir. Qu'est-ce que tu fais à côté? Tu travailles à temps plein? Alors, je suis pas à temps plein, je suis à 80% à peu près. Okay. Entre 70 et 80% parce que je suis indépendante, alors c'est difficile à estimer. Ouais. Je suis assistante sociale en entreprise. Ok. Donc rien à voir. Rien à voir. Mais ce qui veut dire que comment tu arrives
comment tu arrives à écrire en fait au milieu de tout ça? Comment tu t'organises? Comment ça se passe? C'est compliqué. C'est aussi pour ça que je disais que j'écris pas de façon régulière, parce que l'écriture, c'est pas seulement une technique, c'est aussi une disponibilité, un état d'esprit. Ouais. Et quand tu travailles à côté, c'est compliqué d'avoir l'état d'esprit pour être disponible 1 heure ou plus, si tu peux. On en parle à chaque épisode, je crois, de ça. Donc, j'écris en fait sur mon temps libre. Quand les astres sont bien alignés. C'est important de le préciser, ça. Parce qu'il n'y a pas que le boulot. Hein. Ouais. Quand vous avez des gosses, il faut qu'ils soient occupés pour pas qu'ils aient un truc à vous demander là tout de suite urgent. Parce que toi, quand tu es à fond dans ton truc, tu vois, tu es sur une autre planète, tu es en train... Et là, tu as une question odieusement pragmatique qui vient tout couper. C'est pas gérable. Le petit regard vers... Non, la grande, elle est plus à la maison maintenant, donc c'est fini. Je pensais plus au petit. Mon mari aussi, je l'adore. Hein. Mais des fois, c'est... Au fait, où c'est que tu as rangé ça? Mais attends, là, je suis à 10 milieux, là. De quoi tu me parles? T'es qui d'abord? Comment t'appelles-tu? Vous êtes qui, monsieur? Que faites-vous dans cette maison? C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Mais non, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis pas régulière, parce qu'il va y avoir des périodes où je suis particulièrement fatiguée, comme là, en fin d'année. J'avais un roman que j'étais sur le point de terminer. Je voulais le terminer avant la fin de l'année. J'ai pas réussi. J'étais crevée, j'étais lessivée. Rien que quand je me mettais devant ma feuille, j'avais l'impression que c'était une corvée. Et je veux pas que ce soit une corvée, je veux que ce soit quelque chose que j'ai envie de faire. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'ai dit, c'est bon, j'y reprendrai. Là, je l'ai fini la semaine dernière. Voilà, ça y est, c'est bon. Quoi. Là, en janvier, j'étais repartie. Ça roulait. Donc oui, c'est difficile. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence entre le métier et pas le métier. C'est que le métier, c'est aussi que tu disposes du temps pour pouvoir t'y consacrer. Ouais, ça je suis. Alors, tu vois, c'est marrant parce que du coup, ça me fait réfléchir là tout ce que tu disais sur le métier, tout ça. Moi, au début, je disais pas que c'était mon métier. Et d'ailleurs, je me présentais même pas quand on me faisait rencontrer des gens que je connaissais pas ou quoi. Je disais, je suis journaliste. Point. Et c'était des amis qui disaient, non, mais elle est aussi romancière en fait. Et j'arrivais pas à le dire parce que je gagnais pas ma vie avec. Toujours pas le cas d'ailleurs. Et du coup, je n'arrivais pas à le dire parce que pour moi, j'avais pas l'argumentaire derrière en fait qui suivait. Et en fait, c'est beaucoup de l'entourage, de gens dont c'est pas le métier non plus, qui m'ont un peu dit, mais non, déjà, faut que tu le dises, parce que c'est quand même du boulot ce que tu fais, c'est quand même du temps que tu y consacres, c'est pas évident, c'est beaucoup d'autodiscipline pour trouver le temps, pour s'y caler, pour machin. Donc, à partir de là, ça reste une forme de travail, même si c'est pas dans le sens il faut que tu le fasses pour remplir ton frigo, machin, parce que non, à l'heure actuelle, non, c'est pas le cas. Mais ça demande que tu y consacres du temps, ça te pompe de l'énergie aussi, mentale, beaucoup. Ouais. Donc à partir de là, c'est un travail, donc c'est aussi ton métier. Et c'est vrai que du coup, petit à petit, j'ai un peu changé de discours et un peu de dire, il faut que ce soit reconnu comme tel, même si je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de dire, comment tu arrives à le dire alors que t'en vis pas. Mais parce que c'est quand même... t'en es pas au stade de dire j'écris des petits trucs chez moi de temps en temps et puis c'est plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps d'y consacrer en fait. Mon métier... Mon métier, que je l'aime ou que je l'aime pas, je suis payée pour le faire. Mais complètement. Donc le temps dont je dispose, il doit être consacré à ça. Ouais. Et c'est ce qui fait que je considère que c'est un métier. Le jour où on me dira, le temps dont tu disposes, tu dois le consacrer à écrire, je considérerais que l'écriture est mon métier. Complètement. Aujourd'hui, c'est le temps que j'arrive à me dégager qui est consacré à l'écriture. Et c'est pas du tout la même chose de se dégager du temps que de disposer de temps. C'est vrai. Non, mais... Donc voilà, c'est aussi pour moi ce qui fait complètement mon discours. Et je suis bien d'accord avec ça. Ou le nombre de fois, on en parlait avec Christelle, je crois aussi, sur son épisode, où de dire que des fois, la réflexion, c'était tout simplement de dire, au-delà du fait là, j'ai du temps pour écrire, c'est est-ce que je peux me permettre de prendre du temps pour écrire pour quelque chose qui, au final, ne me rapportera pas grand-chose, alors que je suis à mon compte, je ferais peut-être mieux d'aller chercher des missions qui vont me rapporter vraiment de l'argent. C'est sûr. Et c'est vrai que quand tu en es à faire cette réflexion-là, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, on est d'accord. Alors, du coup, là, donc, parce que tu es quand même en train d'écrire, et je trouve que pour le coup, pour quelqu'un qui travaille à 80% et qui, du coup, a pas forcément beaucoup de temps avec des enfants ou quoi, je trouve
trouve qu'en termes de délai d'écriture, t'es quand même plutôt courte quand même. Je sais pas. Là, t'es en train d'en écrire un nouveau roman. Que j'ai fini là. Que tu as fini. Ah, enfin, j'en ai fini 2 en fait l'année dernière. Que tu devais finir en fin d'année, tu les as finis là en début d'année. En fait, j'en ai un que j'ai fini en juillet l'année dernière, mais ça faisait des années que j'étais dessus en fait, parce que je l'avais attaqué en même temps à peu près que Flux, ou juste après la fin de l'écriture, en juin. Mais celui-là sortira pas tout de suite en tout cas. Peut-être parce que je pense que je vais d'abord écrire une suite. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les maisons d'édition. Donc je sais pas. Et là, je viens de terminer un roman d'enquête pour les 10-12 là. Ok. Voilà, que je viens de finir. Enquête du coup aussi. Enquête aussi. Pareil. Ouais. Avec une petite note de fantastique. Enfin, non, c'est pas du fantastique vraiment, mais alors pour le pitch, ça va être dur de le pitcher celui-là parce que il est encore un peu, mais là celui-là il est tout neuf. C'est deux collégiens, ils sont en 6e, qui ont constaté la disparition du chat de leur nounou, qui s'appelle Sémaphore. Et c'est un vieux chat détestable. Il est pas câlin, il est voire même un peu agressif, il est borgne parce qu'en plus il défend son territoire, tu vois, il lui manque une oreille. Mais ils adorent ce chat. Ouais. Et Sémaphore a disparu. Et ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas que Sémaphore qui a disparu en fait. Qu'il y a des affichettes de chats disparus partout dans la ville. Et du coup, ils se doutent qu'il se passe quelque chose et ils vont essayer de comprendre ce qui est en train de se passer avec les chats de la ville. Donc, le titre, je l'ai déjà, je pense, ce sera La conjuration des chats. Voilà. Et puis, pour le reste, je sais pas, on va voir. Je viens de le finir, là, je suis en train de le corriger. Chez Marathon, toujours ou Non, alors, je sais pas du tout. Pour le moment, je suis en train de le corriger. Une fois qu'il sera corrigé, je le ferai bêta-lire pour enlever ce qu'on disait, les incohérences et tout. Et après, je vais lui faire tenter sa chance dans les grandes maisons. Je vais quand même essayer. Ok. Parce que c'est vrai que les grandes maisons, elles ont l'avantage de nous donner un peu de visibilité. Donc je me dis, s'il y en a un au moins qui fonctionnait sur une maison parisienne, ce serait plutôt sympa pour moi, au moins pour me donner un peu de visibilité, tout simplement. Mais honnêtement, j'en ferai pas une affaire d'État. Enfin, si j'ai des refus des grandes maisons, j'irai voir chez Marathon. Je pense que ça peut correspondre à Marathon Noir. Puis ils me diront après si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. Mais, voilà. C'est que tu as aimé du coup le format polar, le côté enquête? Ouais, j'aime bien. C'est vrai que... Alors ça demande une discipline beaucoup plus stricte qu'avec les autres formats, je trouve. Enfin, moi personnellement, peut-être que d'autres y arrivent comme ça, mais moi par rapport à la science-fiction ou à la dystopie, ça demande plus de discipline, je trouve, l'enquête. Ouais, mais il y a un côté sympa aussi quand on écrit, de dire là on va mettre le bon petit indice là qui est bien, la surprise qui va aider. Voilà, c'était ça aussi qui m'intriguait. Donc j'avais envie. T'as voulu tester. Puis j'avais envie d'écrire un truc pour les plus jeunes aussi, quoi. C'est vrai que. Alors je suis pas particulièrement autrice jeunesse, même s'il y a beaucoup de choses pour la jeunesse du coup. Au final, mais j'aime bien écrire aussi pour les plus jeunes. Je trouve ça sympa. Ils ont quand même cette ouverture d'esprit qu'ont pas toujours les adultes. Hein. Les petits jeunes là, les pré-ados là, moi je les aime bien à cet âge, entre 12 et 14 ans. Ils ont ce côté ouvert à tout. Ils veulent bien tout tester. Ils veulent bien. Voilà. Et ça j'aime bien, j'adore. C'est un état d'esprit que j'adore. Moi, je suis collégien. Et donc là, l'autre roman que tu es en train de finir, ou tu as fini aussi L'autre, c'est de la SF, Ouais, c'est ça. Donc là, tu as encore changé de genre, en fait. Ouais, alors l'autre, c'est de la SF, ambiance steampunk, un peu. D'accord. Voilà. T'aimes bien tester Ouais. Ça marche pas. Hein. Ça t'est venu comment, du coup Alors celui-là, l'autre, donc SF un peu steampunk, en fait, à la base, c'est un héritage. Il y a des années, on avait monté un jeu de rôle en ligne avec des amis. Et c'est le background en fait que j'ai réutilisé pour écrire ce roman. Comme ça inspire un jeu de rôle. Ouais. On l'avait créé, on avait fait un gros boulot dessus et ça me faisait trop peine de le laisser dans les tiroirs. Et du coup, j'ai exploité. Alors, je suis pas restée très. Enfin, j'ai pris des libertés un peu avec le background. Sur des personnages notamment. Bon, il n'y avait pas de personnages aussi, parce que quand on fait un background sur un jeu de rôle, c'est les joueurs qui font les personnages. Moi, j'ai créé des personnages. Ouais. Donc, mais voilà, après, j'avais envie de faire quelque chose de ça. Et finalement, je me suis aperçue, je ne suis pas très satisfaite du résultat. Enfin, j'ai une relation très particulière à ce livre-là. Et je pense qu'en fait, il me faut un deuxième tome pour arriver vraiment à m'approprier. Ok. Donc, c'est pour ça que je me dis, il ne va pas sortir tout de suite celui-là. Je vais d'abord essayer d'écrire le deuxième. Ouais, j'ai une idée de deuxième tome et je vais essayer de partir là-dessus. C'est un truc que tu aurais imaginé, ça, parce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ton métier, toi, côté, c'est assistante sociale d'entreprise. Tu aurais imaginé Ah non, moi, si ma fille, elle m'avait pas dit écris-moi un livre, jamais j'aurais essayé. Hein. Ouais. Mais même pas, ça m'aurait effleuré l'esprit. Quoi. Ouais.
j'aurais même pas essayé. Et alors, justement, l'exercice, tu l'as trouvé comment? Parce que, est-ce que, alors, t'écrivais en jeu de rôle en ligne, ce que tu disais, mais est-ce que est-ce que tu avais écrit des nouvelles? Est-ce que tu avais écrit... Ouais, donc tu avais quand même un petit peu... J'écrivais des chroniques autour de mes personnages, j'avais écrit des nouvelles, j'avais... Oui, j'étais déjà une grosse boulimique de l'écriture, hein. Et puis depuis très petite, en fait. Donc c'était pas incohérent, en fait, finalement. Non, c'était pas incohérent, c'est juste qu'il y avait le fait de me dire, je suis assistante sociale, je suis pas autrice, quoi. Voilà. Comme quoi, on disait tout à l'heure avec les profils d'écrivains, faut pas s'enfermer en fait. Non, c'est ça, mais c'est le fait de pas oser franchir le pas parce que ça me semblait infaisable déjà. Ce qu'elle m'a demandé, je l'ai vécu comme un défi finalement et je me suis dit allez go, montre-lui quoi. C'est un peu ça, je peux le faire. Mais moi-même, ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Et puis il faut pas se leurrer sur un premier roman, c'est dur aussi de tenir jusqu'à la fin. Et là-dessus, Magali, donc cette amie qui m'a suivie, c'est elle aussi qui a été mon soutien permanent. C'est-à-dire c'est elle qui m'a permis d'aller mettre le point final. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est comme sauter à l'élastique. Une fois que tu l'as fait, c'est un peu comme le tatouage, comme plein de trucs en fait. Une fois que tu l'as fait une fois, tu te dis « Ah, mais en fait... Est-ce que je ne retenterai pas ?» Mais en fait, ça se fait. Ça se fait. Allez, go, tu peux en faire un deuxième. Alors moi, j'ai un peu l'angoisse de la fin de livre, de ne pas arriver à en faire un autre derrière. Et puis j'en suis quand même à mon 3e écrit, j'ai 4e là, quand je suis en train de terminer les gens. Donc c'est pas une angoisse qui est rationnelle, mais elle existe toujours. Moi, en plus, j'ai des accouchements difficiles. Hein. Tous mes livres, c'est fou. Dès que j'arrive sur la fin, je suis en mode, mais c'est nul, c'est naze, puis j'arriverai pas à écrire ce dernier chapitre. Et puis de toute manière, mon idée, elle était pourrie de fin. Et là, j'en ai 15 qui me viennent en tête. Et je lutte pour mettre ce point final. Mais ça me le fait pour tous. Moi, là, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Ah, mais tu vois, je me suis posé la question, hein, parce qu'il y en a plein, mais comment ça se fait que tu arrives? Parce que ça va faire bientôt 10 ans, là, quand j'y réfléchis, que le premier a été publié, donc c'est encore plus long que ça que j'ai commencé la trilogie. Ça fait, depuis le premier, je suis dans le dernier quart final. Alors, j'ai eu plein d'autres écritures entre-temps, de GN ou trucs comme ça, donc du coup, j'ai eu des gros sauts sans rien. Avec le NaNoWriMo, j'ai avancé de fou cette année, parce que je l'ai fait du coup sur la chaîne Twitch, donc ça m'a fait vachement avancer. Première année que je le faisais vraiment, et j'étais super contente. Donc pareil, je pensais le finir pour la fin d'année. Évidemment, le mois de décembre, ça a été du boulot à n'en plus finir, impossible de trouver le temps. Et je suis vraiment, mais sur la dernière ligne droite. Et en fait, à chaque fois que j'y réfléchi, je suis là, c'est quoi qui bloque? C'est le fait que tu n'arrives pas à écrire et tout. Et je pense que ça fait tellement longtemps que ça me suit, qu'il y a aussi cette peur de le finir, d'abandonner ses personnages, de passer à autre chose, et puis cette peur de me dire, ouais, mais est-ce que je vais être capable d'écrire autre chose derrière? Alors moi, je sais pas si ça marchera pour toi, moi je le fais en apnée. Ouais. C'est-à-dire, je dis, allez, go. Vas-y, c'est bon. Go, vas-y, on s'en fout, c'est moche, c'est naze, c'est nul. Tes tournures de phrases, elles sont merdiques. Vas-y, mets-le ce putain de point final là maintenant. C'est ce que je suis en train de faire un peu. Je me force à... Pour ça et après, tu t'aperçois quand tu te relis que tu dis, bah non, c'est pas si nul finalement. C'est juste que tu n'y arrivais pas. Donc j'ai des accouchements difficiles de mes livres. Mais bon, après, voilà, maintenant je le sais et je sais que c'est ma particularité. Et puis il y en a d'autres, on a tous des tocs d'écriture. Oui, ça, je pense que... Après, le tout, c'est de s'en accommoder et puis de se dire, c'est bon. Et ça lui a plu, au fait ça t'a plu du coup? Le flux, le premier. Oui. Ouais. Ah bah voilà, donc au moins tu te dis le carnet des charges a été respecté. Mon deuxième qui l'a lu aussi m'a dit qu'il avait bien aimé. Non, bon, ça va. Oui, Achille est plus sérieux que moi au niveau de la lecture. C'est vrai. Moi, c'est encore compliqué. C'est pas dans mes gènes. C'est pas dans tes gènes, pas tout à fait du coup. Non, mais bon, après, la lecture, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, et c'est pas grave. Oui, bah c'est comme ça, hein, effectivement. C'est comme ça. Mais bon, au moins, effectivement, tu peux te dire, je l'ai fait aimer un des livres en plus. Un mois, ça fait, voilà. Elle en a lu au moins un, et c'est le mien. Ah ouais. Donc, non, elle en a lu d'autres, je la taquine, elle en a ne serait-ce qu'avec les cours. Elle a pas eu le choix, en lettres, elle a dû en lire, et puis elle s'en est tapée des pas faciles. Hein. Oui, parce qu'il faut en parler quand même, des choix de livres proposés. Attends, quand même pas fou, en terminale, tu avais Marguerite Yourcenar. Oh, je l'ai eu. C'est lequel? Adrien. Attends. Adrien, elle a eu, elle. Ouais, je suis en train de réfléchir à celui que j'ai eu. Je crois que ça doit être Adrien. Si, c'était Adrien aussi. Quelle purge! Je m'endormais. Tous les 2 chapitres. J'ai pas fini. Alors, celui qui t'a fait. Ma prof de français était fan de Marguerite Yourcenar. T'en avais lu la moitié aussi, qui était au programme, c'est Proust. Alors moi, j'aimais beaucoup Proust, mais elle a galéré un peu. Ouais. C'est Longuet, Proust. Hein. Ouais. C'était du côté de chez Swann, je crois que t'avais. Ou à la recherche du temps perdu. Je sais plus lequel c'est. Du côté de chez Swann. La princesse de Clèves. Oh, est-ce que c'est barbare?
De Balzac. Quand on parle de Balzac, moi j'ai des Alors, procédures Balzac, claires, j'ai très peu lu Balzac. Ah ouais, mais c'est très très longué. En tout cas, du peu souvenirs que j'en ai, parce que je dois pas en avoir lu beaucoup, c'est très longué. Enfin voilà. Tout ça Bon, pour bon, dire bref. qu'elle en a lu d'autres depuis. Et, elle n'a pas eu le choix. Ça va. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais dit on fera un aparté sur les appels de texte, parce que tu parlais d'un appel de texte de marathon. Pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui écrivent très bien, qui ont plein d'idées, etc., mais qui ont besoin d'un cadre, et qui ont besoin qu'on leur donne un point de départ, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à avoir l'idée qui va les faire tourner sur un truc. Et bien pour ça, il y a des trucs qui sont pas mal, c'est les appels de texte, qui peuvent permettre de donner un point de départ. Parce que du coup, il y a pas mal de maisons d'édition qui font ça, qui lancent des appels de texte dans des cadres précis. Alors, tu nous en diras peut-être plus sur celui de Marathon. Mais dans des cadres précis, ça peut être, bah voilà, nous, on veut sur tel genre. Parfois même, des fois, il y en a certains qui... Ça peut être plus précis, il peut y avoir un contexte et tout qui est mis. Et du coup, ça peut aider des gens qui aimeraient écrire des romans, qui n'ont pas forcément l'idée pour... Et qui du coup ça leur met un cadre et ça peut leur donner une idée d'ailleurs dans ce cadre-là, c'est le but aussi évidemment. Mais ça il suffit, c'est tout bête, il suffit de checker régulièrement sur les sites internet des maisons d'édition indépendantes souvent parce que c'est pas c'est les maisons d'édition indépendantes qui demandent. Et donc du coup alors il y a des deadlines, donc du coup ça met vraiment un cadre plus. Un nombre de signes aussi souvent maximum. Alors souvent il y a un minimum et maximum de signes. Donc, alors là, on va partir sur celui de Marathon. Donc Marathon fait en général 3 appels à texte par an. Là, il y en a 2 en cours. Alors le premier, c'est pour Marathon Blanc. C'est si vous avez, alors vous irez voir sur leur site, faut fouiller un peu parce que ça fait un moment qu'ils l'ont publié, mais je sais qu'il est encore d'actualité. C'est tout ce qui va être histoire d'amour ou romantique avec ou entre des ados. Voilà, ça c'est leur ligne éditoriale. Attention, alors ils cherchent de la romance, mais pas de la romance pure, c'est-à-dire que tout ne tourne pas autour de l'histoire d'amour, qu'il y a une histoire en fait avec de l'amour. Ce serait plus ça. Voilà. Oui, c'est important de le préciser, effectivement. Avec pareil un nombre de signes imposés qui soit minimal et maximal. Et le deuxième appel à texte, donc c'est pour Marathon classique, donc littérature de l'imaginaire, donc de la fantaisie à la science-fiction, c'est très large. Il y a un nombre de signes aussi minimum et maximum demandés. Et accessible pour des ados, pré-ados, jeunes adultes. Voilà. Et une fois par an, je ne l'ai pas encore vu passer cette année, je ne sais pas s'ils le font, ils font un appel à texte de nouvelles. Alors là où il y a un thème, et qui est parrainé en général par un auteur, grand auteur. Alors, il y a quelques années, je sais que le thème c'était Au bout du chemin, et c'était parrainé par Morgan of Glenclough, qui est publié, je ne sais pas si tu connais. Si, je la connais. Voilà. Je la connais. Ils ont eu l'année dernière, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin voilà, et c'est toujours un thème. Et en fait, les droits d'auteur sont reversés à une association en lien avec le thème. Pour Morgane, par exemple, c'était pour la préservation des forêts, je crois, ou un truc comme ça. Oui, probablement, vu ce qu'elle fait. Voilà, et en fait, ils font une sélection avec l'auteur qui est parrain, ou marraine, des nouvelles qui leur sont envoyées, et ils publient un recueil. Donc voilà, ça vous permet, vous, de mettre un pied, j'allais dire, dans la maison d'édition. Je crois d'ailleurs que Philippe Aurel, qui est donc publié aujourd'hui chez Marathon, avait une nouvelle dans leur recueil, dans un de leurs recueils, déjà. Voilà. Donc Marathon fait souvent des appels à texte, y compris de nouvelles. Pas nécessairement de romans. Donc, voilà. Donc c'est ça. Et ça, il faut regarder. Mettez-vous peut-être des fois des petites alertes. Je sais pas si c'est possible. Après, ils ont un compte Instagram. Vous pouvez aller les checker sur Insta. Ils ont un compte Facebook aussi. Et puis, voilà. Puis ils publient régulièrement sur leur site quand ils font les appels à texte. Oui, puis globalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons d'édition indépendantes qui font ça, ne serait-ce que pour trouver de nouveaux auteurs. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reçoivent pas de manuscrits. C'est souvent, soit les manuscrits ne correspondent pas à ce qu'ils veulent, soit ça correspond pas à leur ligne éditoriale, soit c'était pas la qualité qu'ils en attendaient. Un petit truc juste que je me permets de vous dire, quand vous envoyez un manuscrit à une maison d'édition, envoyez-le proprement, c'est-à-dire essayez au maximum d'avoir corrigé l'orthographe, d'avoir fait des tournures de phrases qui sont lisibles, qui sont correctes. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais je vous jure qu'il y en a des fois qui envoient des torchons, et il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont lire derrière, et que je sais qu'il y a des maisons qui hésitent à les faire passer des fois à leur pré-lecteur, parce que c'est tellement écrit avec les pieds que même si l'histoire est bien, ça décourage, quoi. On n'a pas envie d'aller au bout. C'est-à-dire que quand vous envoyez un manuscrit à une maison d'édition, il faut se dire que pour vous, ça pourrait être
un manuscrit que vous pourriez proposer à n'importe quel lecteur. Il faut le voir comme ça. Évidemment, derrière, il y a tout le travail éditorial et tout, et donc ce sera probablement pas le cas de ne pas avoir retouché. Mais au moment où vous l'envoyez, il faut vraiment vous dire, c'est le produit le plus fini que je peux produire à ce moment-là. Donc, si l'orthographe, c'est pas trop votre fort, et ça arrive et c'est pas très grave, il y a des petits logiciels. À des gens. Il y a des logiciels très bien qui peuvent le faire, peut-être des proches qui sont aussi très bons pour ça et qui accepteraient de le faire pour vous, ou des professionnels dont c'est le métier de faire de la relecture, de la correction. À la page, souvent on les paye. Oui, moi ça fait partie des missions que je propose et c'est soit à la page, soit aux 1500 signes. Ouais, voilà. Il y a les deux écoles et grosso merdo ça correspond parfois à la même chose des fois selon la police, tout ça. Donc voilà, c'est des solutions qui existent. Alors si vous écrivez un très gros manuscrit, je vous préviens quand même que pour les professionnels, le devis pourrait peut-être être un peu plus élevé que ce que vous avez en tête, parce que c'est du boulot. De relire 1 million de signes, ça peut représenter plusieurs centaines, non pas plusieurs centaines, une centaine d'heures de travail. Donc en moyenne, parce que maintenant on a des calculs aussi pour savoir combien de temps ça peut prendre à peu près. À force, tu arrives à repérer selon le degré de correction demandé, combien de temps tu peux passer sur un manuscrit. C'est plus simple, disons, aussi pour faire un peu le calcul derrière. Mais voilà, il y a des solutions qui existent. Et il ne faut pas hésiter à y recourir, ou alors même des fois, il y a des forums de bêta-lecture. Alors certes, la bêta-lecture n'est pas forcément sur l'orthographe, c'est même plutôt sur le contenu, etc. Mais parfois, il y a des bêta-lecteurs qui font aussi cet aspect correction-relecture. Peut-être pas parier que sur ça non plus, en tout cas sur le côté forme pure. Mais voilà, il y a plein de choses qui existent et qui peuvent se faire, et voilà, faut regarder, quoi. Faut pas hésiter. C'est ça. Voilà. Un petit mot pour conclure, justement, Célia. On arrive à... Vous. C'est un petit mot. C'est vrai, c'est un petit mot. Pourquoi ce mot ? Je sais pas. Ça t'a plu, là, sur le coup, comme ça. Non, pour terminer, quel conseil, justement, tu donnerais puisqu'on Non, je donne pas de conseils. Faites ce qui vous plaît, déjà. Il y a autant de façons d'écrire qu'il y a d'auteurs. Alors, de toute manière, les conseilleurs sont pas les payeurs. Prenez des conseils si vous avez envie de prendre des conseils, mais sinon, vous emmerdez pas avec. Moi, j'en donne pas. J'évite. Juste, prenez du plaisir à ce que vous faites. Faites-le au moins consciencieusement. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est un truc que vous faites sur votre temps libre et tout pour vous dire c'est pas grave si c'est pas fignolé. Non, faites-le au moins sérieusement. Et après, tentez, franchement, rapprochez-vous des petites maisons d'édition. Oui, c'est un conseil, tu sais ce que tu viens de donner. Voilà. Mais c'est tout. Non, mais oui, en fait, c'est du bon sens. C'est même pas du conseil, c'est du bon sens, en fait. Oui, mais tout le monde... Des fois, ça fait peur et des fois, les gens, ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leur pensée par quoi commencer. Et si vous n'y arrivez pas, que vous avez peur de certaines choses... Moi, j'ai des gens qui m'ont dit non, moi, je peux pas proposer mon manuscrit. T'imagines qu'on me dise non. La réponse que je lui fais, c'est le problème, c'est pas la maison d'édition, c'est pas ton manuscrit. Là, c'est toi. Et ça, je peux rien y faire. Ouais, c'est vrai. Si vous n'êtes pas à même de prendre non pour une réponse, n'envoyez pas. Voilà. Effectivement, parce que vous allez en recevoir un paquet des noms. Parfois même, souvent, vous n'aurez pas de réponse du tout. Oui, donc, souvent. Donc, souvent, vous avez le vent dans votre brushing, là. Ouais, c'est ça. On n'est jamais aussi bien coiffé que quand on envoie des manuscrits. Je vous raconte pas. Et puis alors, surtout, ne vous dites pas que dans un an, vous en aurez... D'ailleurs, souvent, c'est précisé, si dans 6 mois, vous n'avez pas de nouvelles, c'est quand vous a oublié. Donc, même si vous avez demandé un renvoi de manuscrit, des fois, ils ne le renvoient pas non plus. Non plus. Donc oui, faut pas avoir votre ego au top niveau au moment où vous y lancez. Faut pas se dégrader non plus, dans le sens où on a quand même fait un travail, mais il faut aussi accepter que ce travail puisse être mis en cause et qu'il puisse ne pas plaire. Voilà. Et c'est pas grave. Non, oui, non, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Les goûts, les couleurs, tout ça. Tu vois, c'est peut-être ça en fait la différence quand on parlait tout à l'heure des notions de métier et tout. C'est faire la différence entre un travail et un métier. Peut-être. Ouais. Pas. Peut-être que la nuance, elle est là, finalement. Oui, parce que ça reste un travail. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Que c'est ça la nuance. On tient quelque chose. On tient quelque chose à explorer, effectivement. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, si ça te va. Très bien. Je t'ai fait beaucoup parler. Ça fait 1h50. Tu as soif. C'est vrai que... tu as fait de l'eau. Tu vois, c'est vrai que je n'ai pas c'était de l'eau, mais c'est une bouteille de bière. Ça ressemble à une bouteille de bière. Moi, j'ai pas osé taper dedans. Certes, c'est de l'eau. Voilà, j'en suis pas au stade à boire de la... Elle a dit... Moi, j'ai rien dit. On parlait d'alcoolisme tout à l'heure. On a dit, putain, dans le bureau, quand même, la bouteille de bière, c'est vrai que ça aurait pu être un peu violent.
Effectivement, tiens, d'ailleurs, on la voit sur la caméra maintenant, comme je l'ai replacée. Mais non, donc c'était de l'eau. Hein. C'est vrai que je ne t'ai pas proposé, mais tu aurais pu boire un petit peu d'eau. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est cool. Avec plaisir. Et puis, le prochain épisode de Dans la vie de... Je ne sais pas quand est-ce que c'est, mais je sais que normalement, il y en a un qui va venir au mois de février. Normalement, si tout se passe bien, on sera sur un auteur qui est publié dans une grande maison d'édition, sur du polar principalement. Si c'est lui qui arrive en épisode suivant, parce que j'en ai aussi un autre dans les tiroirs, donc on verra bien. Dans les tiroirs, dans les tuyaux, pardon. Dans les tiroirs, ça fait très péjoratif dit comme ça, je te remercie. Pour les streams de cette semaine, j'en aurai un jeudi matin, c'est sûr, stream d'écriture, et je vais essayer aussi d'en faire un mercredi après-midi pour continuer mon test de Scrivener. Voilà, je ne sais pas si tu utilises des logiciels d'écriture, ça t'arrive ou... Non. C'est quoi ? Alors, tu vois, c'est ce que je suis en train aussi de découvrir, hein, parce que moi, je n'en utilise pas du tout non plus. Tu vois, par exemple, Scrivener ou Scribook, et là, la dernière fois, on m'a parlé de Scribus aussi, je crois. C'est quoi ? En fait, c'est des logiciels qui... Comment expliquer ça facilement ? En gros, tu fais ton texte, mais tu peux te créer des dossiers avec toutes tes recherches, avec des liens internet, avec des images, avec des machins. Ouais, je suis d'accord. Hein, moi... Alors, c'est pour ça que je suis curieuse. Moi, j'utilise techniquement, parce que je me suis fait avoir, mais allez... Beaucoup d'auteurs se sont fait avoir. Hein, genre, tu supprimes le mauvais fichier, ou tu as un crash PC, ou voilà. Et tu as perdu 3 chapitres, tu vois. Tu pleures. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Moi, j'ai une collègue, chez Marathon, elle a perdu tout un tome, comme ça. Hein. 4e tome de sa tétralogie. Le 4e tome, ça l'a démoralisée. Tu m'étonnes. Et obligée de l'écrire, puisque par contre, du coup, Marathon attendait la fin. C'était la fin. Bref. Alors, ce que je fais, moi... Je fonctionne par chapitre. Ouais. J'ai un document par chapitre. Tu vois, dans Scrivener, tu aurais un truc qui serait tout bien rangé. Tu peux faire un document par chapitre. Et j'ai un dossier sur mon OneDrive. Ok. Voilà. On m'a parlé de OneDrive récemment aussi. Alors, OneDrive, l'avantage, c'est que tu y as accès quel que soit sur n'importe quel PC, en fait, puisqu'il faut une connexion Internet. Ouais. Et l'avantage, c'est que si ton PC crash, tu t'en fous parce que c'est sur le cloud. Oui. Donc, tu ne le perds pas. Ouais. Donc, moi, je fonctionne comme ça et par chapitre. Et après, avant de l'envoyer, je rassemble les chapitres dans un seul et même document. Mais ça me permet... Et en fait, mes chapitres, je leur donne des titres. Alors, moi, il n'y en a pas dans les livres, mais moi, je leur donne des titres parce que comme ça, je sais ce que je raconte dans celui-là. Et s'il y a un truc sur lequel je veux revenir, je me rappelle que c'est là-dedans. En fait, t'as vachement un côté architecte, hein, sans te rendre compte. Ouais, tu vois, ça. en fait, moi, je somme des cailloux, quoi. Ouais, il y en a qui jettent des grêles. Moi, je suis un architecte jardinier. C'est-à-dire, je jette des pavés, jette du parpaing, un peu de ciment par-ci, un peu de ciment par-là. Et ça fonctionne bien. Ça marche, finalement. Et tu vois, peut-être que ça t'intéresserait, les logiciels d'écriture. Je sais pas, je suis le côté... Moi, je me suis mis à les tester parce qu'on m'avait beaucoup posé la question, en fait. Dans la mesure où ce que j'ai maintenant me va très bien, oui. En fait, c'est je compliqué pense d'en changer derrière. que t'as un côté un peu pavlové, hein, t'as pas envie de changer tes habitudes. Donc, dans la mesure où tout de suite ça me convient, je vois pas l'intérêt de changer. Si un jour j'ai un problème et que je me dis, bon, il faut vraiment un truc qui, à ce moment-là, je m'y pencherai peut-être. Mais là, pour le moment, ce que j'ai, moi, ça me va. Hein. C'est du Word chapitré sur OneDrive et roule ma poule. Hein. Est-ce que tu as protégé des droits ? Parce que je pense à OneDrive, parce que ça reste un truc dans le cloud, donc potentiellement, qui peut... Voilà, t'as pas fait... non, mais qui tu veux qui vienne me pirater un bouquin à moi ? Le jour où j'aurai l'échec de Bussy ou de Chatham, ok, d'accord, mais là, franchement, mais c'est bien Barrère, mais franchement... on sait pas, tu vois. Tu pourrais être surpris. Non, alors, après, j'avais vu que si vous vous envoyez votre manuscrit avec accusé de réception, ça fait preuve d'eux. Ouais. Donc ça, par contre, je l'ai fait, c'est-à-dire quand mon manuscrit est imprimé, ou je l'envoie avec accusé de réception par mail à une amie. Ouais. De manière... Au moment de l'envoi, quand même, au cas où. Voilà, c'est-à-dire au moment de l'envoi... Parce que j'ai qu'une confiance toute limitée en certaines maisons d'édition, je ne sais jamais. Donc au moment de l'envoi, je me l'envoie toujours ou je l'envoie à une amie avec accusé de réception, soit par mail, soit par courrier, de manière en fait à attester le fait qu'il est bien sorti, il a été fini à cette date-là. Ouais. Voilà, c'est la seule chose que je fais. Donc il faudrait vraiment que je me fasse pirater le cloud, mais si je me fais pirater le cloud, il n'est pas fini. Donc maintenant, si le mec il veut le finir, gars, vas-y. Il y a la moitié du bon courage. Va le finir, bon courage. Moi, je regarde dans ma tête au moment où j'ai commencé à l'écrire. Voilà, c'est ça. Hein, on en reparle. Ouais, mais une fois qu'il est fini, voilà, je l'imprime en général, ou je me l'envoie, ou je l'envoie à une amie. Ouais, voilà. bon à savoir, c'est vrai que... Tu vois, ça, c'est une petite précaution, ça coûte rien. Ouais. Enfin, je veux dire, juste d'avoir une preuve comme quoi, voilà, vous l'avez envoyé à quelqu'un, cette date-là, machin.
Oui, et puis Voilà. ça mange pas de pain. Hein, Non, ça effectivement. mange pas de pain, et comme ça. C'est la seule protection, parce que pour le reste... je sais qu'il y a des gens qui sont très frileux là-dessus. Moi, j'ai jamais entendu ou j'ai jamais vu qu'il y avait de problème par rapport à ça. Mais... Écoute, moi, la seule fois où je l'ai fait, c'est parce que je participais à une bourse et ils te demandent voilà, de prouver que tu as acheté un truc de protection, de machin, de protection de ton idée, tout ça. Et c'est la fois où j'ai découvert d'ailleurs cet univers-là, hein, mais c'est la seule raison pour laquelle j'avais fait, c'était parce que c'était parmi les critères pour postuler à la bourse, quoi. Mais par contre, je retiendrai l'histoire du mail avec accusé de réception, c'est pas con. Ça peut permettre de, au cas où, se sentir un peu plus. Parce que c'est vrai que quand t'envoies, tu te sens pas toujours sereine, même si tu te dis, t'as pas envie de croire à la malhonnêteté des gens, mais tu te l'envoies avec AR. Ouais. T'en as pour 10-15 balles, mais bon. Ouais, mais au moins, t'es tranquille. Voilà, t'as ton manuscrit qui est... Ouais. Ok. Voilà. Et ben, ok. Merci. Et ben, on va se quitter sur ça. J'ai beaucoup de B, c'est pas très joli, mais voilà. Merci encore de ta participation. On se termine là notre épisode 6 ou 7. Il va falloir que je reprenne le compte, hein, parce que ça fait pas sérieux. De cette émission Dans la vie 2. Je rappelle que vous pouvez retrouver ensuite une version, si j'ai pas eu de problème technique, mais on va dire que non, une version YouTube de ce stream, puis il sera sorti en podcast, donc sur à peu près toutes les plateformes que vous pouvez imaginer, hein, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Là, ça y est, normalement, je l'ai mis aussi sur Google Podcast. Et ensuite, d'autres plateformes qui sont liées à ça, où ça s'envoie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez vous refaire tout l'épisode. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir Célia, à très vite. Bonne continuation. Ouais. Ciao. Bye.